Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités partageront avec nous leurs belles histoires d'amour, des romances qui ont pourtant failli ne jamais exister. Il me dit, mais tu sais, je t'ai toujours aimé. Et moi, je suis tombée des nues. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu m'aimais à cette époque? Antonio et Marie se rencontrent à l'adolescence et vivent une relation en pointillé pendant 5 ans. Entre 13 ans et 18 ans, il y a eu des coupures, des retrouvailles. Justement à cause de l'âge. Et mon père, c'est ce qu'il m'avait dit. Il me dit, mais ça durera pas l'âge d'un vieux chien. Pendant 30 ans, Antonio et Marie vivront chacun de leur côté sans jamais vraiment s'oublier. C'est à la suite d'un grave malaise qu'Antonio réalise qu'il doit retrouver son amour de jeunesse. Je suis en sein intensif. Je demande aux enfants, Marie, elle est où? Je lui dis, mais Marie, elle n'existe pas. Comment ça, Marie n'existe pas? Mais Marie, c'est ma chérie. Et à partir de ce moment-là, ça dure 24 heures sur 24, c'est où est Marie? Le jour du mariage de Barbara, son ami Gilles ne peut s'empêcher de lui dire ce qu'il a sur le cœur. Ton mariage, il va pas durer. Un jour ou l'autre, on sera ensemble. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais un jour, on sera ensemble. Peu à peu, la complicité de Barbara et Gilles va les amener à se rapprocher. On passe la nuit dehors, et puis ce jour-là, au lieu de se faire la bise, on s'est embrassés, quoi. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, merci d'être là au rendez-vous. Qui n'a jamais rêvé de vivre une histoire d'amour digne d'un film de cinéma ou d'un conte de fées? Eh bien, nos invités, eux, ont la chance de vivre une romance dont la réalité dépasse les meilleurs scénarios de comédie romantique. Mais si leurs grandes histoires sont belles, c'est aussi parce qu'il y a eu d'incroyables obstacles à surmonter. C'est ce qu'ils vont nous raconter tout de suite. Alors, Antonio, vous êtes ensemble avec Marie, et ce qui est fou, c'est que vous êtes retrouvés après 30 ans. Puisqu'elle était votre premier amour, et vous étiez son premier amour. Et on se demandera tout à l'heure pourquoi 30 ans, mais est-ce qu'on peut savoir dans quelles circonstances elle est revenue à vous? C'est suite à un accident qui s'est produit en 2011, le 27 juillet. J'ai eu un accident cardiaque, enfin dit cardiaque, c'est une dissection de l'aorte. Donc j'ai été transporté à l'hôpital, on m'a opéré, l'opération s'est très bien passée. Pendant cet événement, j'ai fait ce qu'on appelle une mort imminente, parce que j'ai eu un décès de 4 minutes 50. Et la seule chose qui comptait à mes yeux pour recommencer à vivre une vie normale, c'était de retrouver mon premier amour. C'est-à-dire que son prénom vous est revenu, d'accord, Marie, alors que vous ne l'aviez pas vue depuis quasiment 30 ans. Oui. Et d'un seul coup, c'était son prénom, et vous pensiez à ce moment-là que vous étiez avec elle, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait vos enfants qui étaient là, qui ne comprenaient pas pourquoi vous parliez de Marie, en fait. Oui. Donc, on va évidemment savoir ce qui s'est passé, comment Marie a réagi quand vous avez pris contact avec elle, qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 30 ans. Donc, merci d'être là pour nous le raconter, c'est assez fascinant. Gilles et Barbara, vous êtes ensemble depuis combien de temps maintenant? 14 ans? Depuis 14 ans. Voilà. 14 ans. Et votre histoire est assez incroyable, puisque finalement, Gilles vous a avoué ses sentiments un jour très particulier. Ah oui, le jour très particulier, puisque c'était le jour de mon mariage. Mais pas avec lui. Pas avec lui, non. Non, lui, il animait le mariage. D'accord. Et il vous dit quoi ce jour-là? Ce jour-là, il vient près de moi, et puis d'un coup, comme ça, me dit, écoute, ton mariage, il va durer 2 ans, 2 ans et demi maximum. Il fait, je sais pas quand, je sais pas comment, mais un jour, on sera ensemble. Voilà, à ce moment-là, vous êtes juste amis. C'est ça, Et juste donc, amis, collègues. évidemment, on a 3000 questions à poser à Gilles. C'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que vous osez dire cette phrase-là ce jour-là? Et quel effet ça a eu dans votre vie? On verra si la prédiction s'est réalisée, on verra ce qui vous est passé par la tête. Mais merci d'être là pour nous raconter votre histoire. Alors, si on fait un flashback, Marie, vous vous rappelez que c'est vous, finalement, dans l'histoire. Vous avez 13 ans, la première fois que vous voyez Antonio. C'est vrai, c'est moi, la première qui l'ai vu. En fait, j'étais au collège, en 5e. Et puis, Antonio, il était un petit peu populaire au collège et au lycée professionnel. Il avait du succès avec les filles, puis c'était un très beau garçon. Et puis, moi, la première fois que je l'ai vu... Il prend bien un air modeste, regardez. Allez-y, parce qu'il prend un air modeste. Et la première fois que je l'ai vu, eh bien, je sortais pour aller prendre mon car. Et je l'ai vu sur sa mobilette, avec son jean, sa chemise blanche... Et puis... Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Parce que c'est une histoire. C'est un coup de foudre. Vous racontez une image quand même qui s'est passée il y a plus de 30 ans. Oui, mais je m'en rappelle. Et c'est ça. Et c'est un coup de foudre, et c'était son sourire. Enfin, je le voyais de loin, et tout de suite, il m'a plu, c'était un coup de foudre. Et en plus, je savais qu'il était ami avec mon frère. Donc, j'ai mis un petit peu mon frère au courant, et puis, tout simplement,
avec les mots avec la naïveté de cet âge-là. Je lui dis, j'aimerais bien sortir avec ton copain parce qu'il me plaît. Donc votre frère va jouer un rôle? Il va jouer un rôle d'entremetteur, quoi. Il va en parler à Antonio. Et puis Antonio accepte de me voir. Et puis on s'est retrouvés comme ça, à la sortie de l'école, face à face. Et puis on s'est fait la bise. Et puis il y a eu quelque chose. Il y a eu un Regardez flash. les visages quand vous racontez votre histoire. Il y a eu un petit flash tout de suite, on ne sait plus quoi. C'était réciproque. Je l'ai vu dans son regard. Permettez que je demande confirmation. Antonio, vous vous rappelez de ce premier instant? Ah oui, oui, oui. Moi, comme le dit Marie, je me souviens de l'instant. À ce moment-là, vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 16 ans. Il est plus vieux que moi. Hein. C'est ça. J'avais pas froid aux yeux. Hein. 13 ans, 16 ans, écart d'âge extraordinaire à cette époque-là. Les conditions faisaient que c'était inconcevable, parce que j'avais 16 ans, donc j'avais la mobilette, j'étais dans un lycée technique, en première année, et on relie ça au sport, parce que son frère et moi jouions assez bien au foot, et on s'entraînait à l'époque dans une catégorie qui s'appelait les juniors. On venait de passer cadet à junior, et donc nous on avait 16 ans, et on jouait avec des garçons qui avaient 19 ans. Et donc mes potes, c'était plus des garçons de 18-19 ans qui venaient à l'entraînement et qui nous emmenaient le dimanche en voiture, que des copains de 13-14 ans. C'est ça, donc c'est pour ça que la différence d'âge était compliquée à vivre pour moi. Au début, oui. Je pense que c'est déjà un petit frein à notre histoire quand même. Mais justement, vous avez la sensation que vous avez une jeune femme de 13 ans et demi ou finalement non? Alors moi, je ne me rends pas compte, parce que je ne le sais pas tout de suite qu'elle a 13 ans et demi, mais quand je la vois arriver comme ça, elle avait les cheveux un peu plus longs, magnifique, 1m72, formée, parce que c'était une très belle jeune femme, c'était instantané. Je dis waouh. Et puis, alors, elle parle de mon sourire, mais elle a un regard particulier aussi, Marie, un sourire particulier. Et quand elle m'a dit bonjour, le bonjour m'a transpercé. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez à ce moment-là? Ah ouais. J'ai dit, tu veux sortir avec moi? Elle m'a dit oui. J'ai dit, moi aussi. Bon. Et à ce moment-là, évidemment, on a tous été adolescents, donc on est dans l'histoire. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre premier amour à ce moment-là? Antonio, oui. Oui. Donc normalement, vous devriez vous souvenir du premier baiser. Oui. Le premier baiser, c'est rigolo parce que, en fait, à l'époque, moi, j'habitais un petit village à côté de Lyon, donc il y avait ce qu'on appelle la vogue. C'est-à-dire la fête foraine. C'est la fête foraine. Et donc, Antonio était venu avec sa mobilette. Il est venu me chercher. On a fait 2-3 tours d'auto-tamponneuse. Puis après, on est parti parce que. Je voulais faire voir que je savais conduire. Voilà, il m'a emmené en mobilette à l'époque, bien sûr, sans le casque, les cheveux au vent. Il m'a dit, viens, je t'emmène voir les avions décoller. Donc, je l'ai suivi et puis c'était magnifique parce qu'on est allé dans un champ au-dessus de l'aéroport avec plein de fleurs. C'était beau, c'était au printemps. Et puis là, on s'est allongé dans l'herbe et on s'est embrassés. Et c'était... Parce que, alors, moi j'étais, comme disait Marie, mais pour l'époque, j'étais un peu un fanfaron. J'aimais bien me faire voir, etc. Mais j'étais très timide aussi. Et je savais que Marie, donc à la Vogue, elle m'avait dit qu'elle avait 13 ans. Et donc, 13 ans, je dis, waouh, qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Et quand on regardait les avions, ça faisait quand même un moment que j'avais envie de l'embrasser, mais comme elle était plus jeune et par timidité, je n'osais pas. C'est elle qui m'a embrassé. Elle m'a jeté par terre. Et Donc vous avez ce même souvenir, et c'est important parce qu'évidemment, une histoire d'amour, plus il y a de force antagoniste, plus il y a d'obstacles, plus elle est forte. Donc on a une première obstacle, cette histoire d'âge, qui n'est pas rien, parce que c'est un petit écart d'âge, 13 ans, 16 ans et demi. Et puis comment ça se passe par rapport aux familles? Est-ce que vous venez du même milieu? Non, justement. Ça, c'était aussi un frein. On n'avait pas la même éducation, on n'avait pas le... Antonio, il venait donc du Portugal, il était immigré. Et moi, j'étais une Française, la famille un peu bourgeoise, donc on venait pas du même milieu social. Et bon. Dans vos familles, il y a eu des gens qui ont formulé? Non, pas du tout. Plus tard, dans notre relation. D'accord, parce que votre relation a duré, on va le voir, en fait, 5 ans. Ça a duré entre 13 ans et 18 ans. Il y a eu des coupures, des retrouvailles, des coupures, des retrouvailles. Et donc, du coup, ces interruptions étaient dues à quoi? C'était des traits de caractère? C'était des circonstances? Des circonstances, je pense, du fait que, oui, Tonio, comme je le disais, était plus âgé, donc on n'était pas sur la même longueur d'onde. Quand Tonio avait l'âge d'aller en boîte, moi, j'allais dans des booms l'après-midi. Il avait d'autres aventures, il allait en boîte, il allait avec ses potes. Pour avoir d'autres aventures, je ne pouvais pas en avoir deux à la fois. Ah oui, mais à l'époque aussi, on avait quand même plusieurs amoureux. Allez, hein. Donc, quand il y avait quelque chose qui se produisait, enfin, un coup de cœur, etc., ailleurs, je rompais. Voilà, puis on se retrouvait. Donc, vous savez, il le présente comme un truc d'honnêteté. Oui. Pour vous, à l'époque, il était honnête ou il était mufle?
Entre Là, il les y a deux. prescription. Je me rendais bien compte, j'étais quand même, j'avais 13 ans et demi, mais 14 ans, je me rendais bien compte que Antonio était quand même attiré par des femmes plus mûres, des jeunes femmes de 18 ans, 19 ans. Voilà, donc... Mais c'est important d'en parler parce qu'effectivement, on va essayer de comprendre pourquoi vous ne vous êtes pas vu pendant 30 ans. Et ça crée une petite distance. Quand on est finalement comme ça, un coup oui, un coup non, on se met à se protéger. Oui, on se protège. Oui, comme on se dit, l'autre il va nous quitter, moi je le quitte avant. Mais il y en avait un des deux qui souffrait plus que l'autre de ces interruptions? Non, parce que moi j'avais aussi des amoureux à côté. D'accord. Mais Tonio, c'était Tonio. Je l'adorais, et puis j'aimais... À chaque fois que je le revoyais, je tombais dans ses bras, en fait. Voilà, mais on va essayer de comprendre, du coup, pourquoi il y a eu une séparation, pourquoi elle a duré 30 ans, et pourquoi elle était assez difficile, d'ailleurs. Parce que là, quand vous le racontez, finalement, il y a quelque chose de naturel. Vous vivez la vie d'adolescent. Oui, complètement. On va voir ça dans un instant. Donc, Gilles et Barbara, vous êtes ensemble, on l'a dit, maintenant, depuis presque 14 ans. Mais vous avez d'abord été amis. C'est ça, oui. On a commencé à être amis. Un ami nous a mis en relation au départ pour travailler ensemble, tout simplement. On faisait le même travail et on avait besoin. Ce travail, c'était quoi? Animation de soirée. D'accord. Et est-ce qu'il se passe quelque chose d'amoureux ou est-ce que vraiment vous avez juste une complicité pour vivre? Non, juste amicale. Juste une complicité amicale. Ouais. Le premier contact que j'ai eu avec Gilles, c'était au téléphone, en fait. Bon, j'avais bien aimé sa voix, c'est vrai. Et puis la première fois que je l'ai vu, oui, ça correspondait à un idéal que je pouvais avoir masculin, mais bon, c'est resté amical, voilà, une relation. Il se trouve que vous étiez couple, engagés l'un et l'autre, et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, il n'en était pas question? Ah oui, non, il n'en était pas question, non, du tout. Vous avez ressenti les choses de la même manière? Oui. On a vraiment sympathisé. On a même sympathisé très très vite. Puis on a travaillé ensemble, on s'est bien entendu. Elle venait à la maison, on allait chez elle. Donc ça va durer 6 ans. C'est ça. Et donc pendant ces 6 ans, il n'y a pas du tout d'évolution de sensation? Non, c'était une profonde amitié. C'est une profonde amitié, oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous ressentez, donc au bout de 6 ans, alors que vous êtes amis, quand vous apprenez qu'elle va se marier? Déjà, quand j'apprends qu'elle va se marier, déjà, j'y croyais pas. Parce que je me suis dit, ça va jamais aller au bout. Et puis bon, ça a été au bout. Hein. Mm-hmm. Mais donc, vous entendez ça. D'ailleurs, qui vous l'apprend? À ce moment-là, l'amoureux de l'époque. Voilà. Du coup, on vous demande d'animer la soirée. Oui. Et vous vous rappelez de votre sensation quand on vous demande ça? Oui, moi, au départ, j'avais dit, non, tu peux prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi vous pensez ça? Non, parce que bon, j'avais pas envie spécialement m'investir là-dedans, puis je la voyais pas du tout avec. Quand il m'a demandé ça, quand il m'a dit qu'il allait se marier, qu'ils allaient se marier tous les deux, qu'il voulait que je fasse le mariage, j'ai pas voulu sur le départ, mais parce que justement, je les voyais pas ensemble. Mm-hmm. Pour moi, c'était pas cohérent. Mais du coup, vous finissez par accepter d'animer le mariage, mais il vient pas à la mairie. Oui, non, il vient pas à la mairie. Et arrivé sur place, donc sur le lieu de la réception, quand même, j'ai envie de lui poser la question, quoi. Donc il commence à me monter des histoires du style j'avais tout le matériel à monter, etc. Alors que l'installation à faire. Non, t'avais pas l'installation à faire. Il y avait il était venu avec 2 personnes pour ça, donc il n'y avait pas l'installation à faire. Non, et là il me dit tout simplement qu'il n'est pas venu à la mairie parce qu'il n'avait pas envie de m'entendre dire oui à quelqu'un. Et on verra que ça va pas s'arrêter là. Donc on va reprendre le récit avec Antonio et Marie. Donc vous êtes ces adolescents qui vivent comme ça pendant 5 ans. À la fois un coup de foudre, à la fois je t'aime moi non plus, enfin quelque chose d'adolescent, avec on disait 2 petits obstacles, la différence d'âge, le fait que vous n'avez pas forcément des mêmes origines, et vous disiez oui ça a posé un souci à un moment donné. Oui, il y a eu des petits moments comme ça de réflexion. Déjà, il y avait la différence de milieu social, intellectuel, et du coup, on n'était pas sur la même longueur d'onde parce que moi je lisais beaucoup. Et puis, je voulais faire des études. Antonio déjà avait commencé à travailler de son côté. Et puis, quand ça a été un petit peu officiel, notre relation, c'est le moment où on se retrouve, j'avais 17-18 ans. Et mon père, c'est ce qu'il m'avait dit. Il me dit, mais ça ne durera pas l'âge d'un vieux chien. Et du coup, moi, ça m'avait... Et la formule vous a rappelé. Je ne connaissais pas cette formule. Vous ressentez quoi quand je vous dis ça, d'ailleurs? Je suis un peu vexée, puis... Moi aussi, je m'en rappelle. C'est vrai? Elle vous l'a répété à ce moment-là? Et ça provoque quoi à ce moment-là? Un peu de colère envers son père. Son père devenait mon ennemi. Mais est-ce qu'on a envie de lui prouver le contraire? Ou est-ce oui, qu'au contraire, absolument. C'est quelque chose qui va... Absolument. Et donc, j'avais compris déjà les doutes que nous avions
tous les deux concernant nos différents milieux, parce que notre maison, c'était une maison charmante d'immigrés portugais avec 4 pièces. On avait le salon, la cuisine, la télé, tout dans la même pièce de vie. Et je ne voulais pas emmener Marie, parce que chez elle, il y avait le salon, la cuisine, la salle à manger, le petit salon, etc. Et j'ai dit, voilà, je ne peux pas... Vous vous rappelez qu'à cet âge-là, vous nourrissez une forme de complexe? Absolument. Son jardin, c'était un jardin de 5000 m². Son père plantait pas de choux, le mien, il plantait que ça. Donc voilà, c'était très amusant. C'est important d'en parler, parce que pour les adolescents... Mais Tonio venait à la maison quand même. Hein. Ah oui. Il Alors moi, dîner j'allais chez avec Marie. nous. Oui. On jouait, quand on jouait au ping-pong, on jouait au... Voilà, on avait au croquet. Au croquet, je t'embrassais derrière les sapins. J'ai appris à jouer au croquet à Tonio, peut-être. Et non, mais il venait dîner à la maison. Enfin, il était... Mes parents l'accueillaient. Hein. Mon père, il n'était pas beaucoup là, mais ma mère, elle aimait beaucoup Antonio. Et vous sentiez à l'aise? Alors bien sûr, j'étais à l'aise, parce que son père était journaliste, critique littéraire, il y avait des bouquins de partout. Je trouvais cette maison extraordinaire. C'est la maison que j'aurais aimé avoir, et pas celle où je vivais. Et ça, je pense que c'est un complexe d'infériorité qu'on se fait tous, je pense, à cet âge-là. Puis après, on évolue. Et je commençais à comprendre que pour lutter contre ce milieu-là, le père de Marie et tout ce que ça comprenait, ça allait me poser beaucoup de problèmes. Donc vous avez le sentiment que ça va provoquer une forme de quoi? De découragement? C'est-à-dire d'un coup, c'est une montagne à gravir qui est trop importante, il y a un fossé trop important? J'étais prêt, moi je travaillais depuis 2 ans, je gagnais ma vie, je jouais au foot. À ce moment-là, j'étais prêt, moi, à dire à Marie, est-ce que tu veux devenir mon épouse? Mais elle avait 18 ans, on a fêté ses 18 ans ensemble, Oui, elle voulait faire des études, je savais qu'il y avait tout ce milieu derrière, et si je lui proposais de devenir mon épouse, j'étais persuadé que j'allais essuyer un refus. Bon, voilà, vous ne l'avez pas demandé en mariage, et au contraire, vous avez écrit une lettre de rupture. Oui. Voilà. Suite à un événement qui s'est produit Alors l'événement, parce que là, vous nous intriguez. Marie elle avait des amis à Annecy, et elle m'avait invité à partir à Annecy avec elle, chez ses amis, pour faire du ski tout le week-end. Et lorsqu'on est arrivé à Annecy, une dame nous a ouvert la porte, et cette dame a dit à Marie, ta sœur est à côté, va lui dire bonjour. En fait, c'était sa demi-sœur, et son père avait une double vie. Je ne savais pas comment l'annoncer à Tonio. Et du coup, je me suis dit, peut-être que le seul moyen, c'est la rencontre. Je savais qu'il n'allait pas l'accepter. Parce qu'il était très ami avec mon frère. Et mon frère refusait complètement de voir ma demi-sœur et ma belle-mère, enfin cette femme. Et du coup, je savais pertinemment que Tonio, il ne prendrait pas mon parti. Et alors, maintenant, dans votre tête, quand vous entendez cette phrase, vous comprenez quoi et vous ressentez quoi à ce moment-là? Alors, il y a une partie de mon monde sentimental qui s'écroule. C'est-à-dire? J'étais prêt, moi, à lui déclarer tous les sentiments que j'éprouvais pour elle, parce qu'à cette époque-là, je lui ai jamais dit que je l'aimais. Il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et là, j'étais prêt à le faire. Et c'était peut-être ce week-end-là où j'allais le faire. Et là, en apprenant ça, tout ce que je voyais dans cette famille... Que vous aviez idéalisé? Que j'avais idéalisé, tout ce que je trouvais dans Marie s'écroulait, parce que, en fait, ce sentiment d'infériorité que j'avais ne valait pas plus que ma famille, parce que moi, chez moi, comme je lui avais dit, au moins chez moi, il y a des gens honnêtes, et pas chez toi. Je trouve là le bon argument pour sortir en vainqueur. Et pourquoi il fallait sortir? Comme j'étais persuadé que si je lui demandais de l'épouser, elle allait me dire non, je préférais, moi, rompre, et c'était moi qui sortais en vainqueur. Et vous aviez donc un prétexte, en fait. Voilà. Donc là, vous écrivez une lettre, et vous la recevez comment? Et est-ce que vous vous rappelez des mots à l'intérieur? Moi, ce que je me rappelle, c'est que, oui, c'était un samedi matin. C'était au mois de mars 81. Et puis, j'ai ouvert le portail, il n'est pas rentré. Et puis là, il est descendu de voiture, il m'a donné la lettre. Puis j'ai commencé à la lire, et puis là, il me racontait que, voilà, que c'était plus, qu'il ne pouvait pas continuer avec moi, avec tout ce qui s'était passé, qu'il y avait trop de différences entre nous, et puis que... voilà, en gros, c'était ça. De toute manière, je ne l'ai pas relu 2 fois. Hein. J'ai compris, j'ai déchiré en 1000 morceaux et je l'ai jeté. Et vous dites quoi à ce moment-là? J'ai dit, voilà, lui aussi, il ne comprend rien. Puis je tourne la page vite. Moi, je suis capable encore de tourner la page du jour au lendemain. C'est une forme d'acceptation de la situation? L'acceptation de la situation, parce que c'était déjà... En plus, moi, c'était compliqué dans ma tête, avec la double vie de mon père, ma demi-sœur. C'était une période difficile aussi pour moi. À 18 ans, on n'est pas bien dans sa peau. Donc... j'ai accepté, quoi, finalement.
Et donc, vous allez appliquer ça à la lettre, puisque vous allez vous efforcer de continuer votre existence. Ouais. Et donc, pendant 30 ans, l'un et l'autre, on va dire ça de manière générique, vous faites votre vie. Voilà, un an après qui m'est quitté, un an après, j'ai rencontré le père de mes filles, avec qui je suis restée 20 ans. Et Tonio, il a toujours été... je l'ai toujours gardé en mémoire, il a toujours été là, mais Et vous avez fait votre vie, c'est-à-dire quoi, vous faites une vie de famille. j'ai 4 filles. Mhm. Ouais. Et pendant ce temps-là, vous faites quoi pendant ces 30 ans? J'ai fait la même chose, mais en une durée plus courte. Moi, un an après, j'ai rencontré la mère de mes enfants. On est restés 12 ans ensemble, on a eu 2 enfants. Et pendant ces 30 ans, est-ce que vous avez des nouvelles de l'autre? Est-ce que vous savez que l'autre s'est marié et a fait des enfants? Oui, moi, j'avais pas encore d'enfants, mais j'étais déjà avec le père de mes filles. Et j'allais faire des courses avec ma mère. Et puis, on passe devant un magasin, et c'est là que ma mère m'a dit, tu vois, c'est la femme d'Antonio qui se tient ce magasin. Qu'est-ce que vous C'est ressentez un magasin de à ce moment-là? lingerie. Je me suis dit, il est marié, donc il m'a oublié aussi. Et tant mieux, qu'il continue sa vie. Voilà. Ça vous confirme qu'il faut vraiment passer à autre chose? Voilà. Et puis moi, je suis partie vivre à Lyon et je venais plus du tout. Je venais voir ma mère le week-end, mais j'étais sur Lyon. Et vous, pendant ces 30 ans, est-ce que vous avez des nouvelles? Vous savez qu'elle est mariée? J'ai eu des nouvelles par son frère, parce que son frère continuait à jouer dans une équipe de foot proche de Lyon. Et on avait fait un match l'un contre l'autre. Donc lui jouait, moi j'étais entraîneur, j'avais arrêté plus tôt. Et j'avais demandé des nouvelles de sa sœur. Il m'a dit qu'elle vivait à l'étranger, qu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez à ce moment-là? Beaucoup de peine, parce que c'était une période où moi je divorçais. Et forcément, quand on divorce, on essaie de comprendre pourquoi on divorce. Pourquoi on n'a pas réussi à construire une vraie famille, même si ça a duré 12 ans avec la mère de mes enfants. Mais les enfants, quand on a divorcé, ils étaient petits. Et là, il y avait une décision très importante pour moi à prendre. C'est est-ce que je continue comme ça, mais je ne suis pas heureux? Ou est-ce que j'essaie de vivre une vie avec de réels sentiments, de la complicité, ce que je ne trouvais pas forcément au quotidien dans mon autre vie. Et à ce moment-là de votre vie, réel sentiment, complicité, vous pensez à Marie? Et oui. Marie, c'est un binôme. Je partageais tout. Je commençais à boire une bière, elle me la prenait, elle la finissait. On allait, quand on allait voir le film Fame, on s'est mis à danser dans le ciné et les autres se sont levés, ils se sont mis à danser aussi. Et je disais, mais elle avait peur de rien. C'était mon meilleur ami. Vous pouviez être vous-même Oui. ensemble, Oui. et pas faire semblant, et tout était naturel. Voilà. Et lorsque le divorce venait, alors c'est pas parce que je voulais retrouver Marie que j'ai divorcé, et pour d'autres raisons, mais je faisais aussi le constat que j'arrivais pas à trouver une stabilité sentimentale. Et donc je cherche à savoir pourquoi, et je me rends compte que systématiquement, lorsque je fais des rencontres après le divorce, ça dure 3 mois, 6 mois, mais c'est toujours l'esprit de Marie qui est là, et c'est Marie que je veux retrouver. Donc quand vous apprenez qu'elle est mariée, qu'elle vit à l'étranger, qu'elle a fait sa vie, il y a de la tristesse, Ouais. et vous vous résignez. Mais à l'époque, je travaillais dans une entreprise à Lyon. Et lorsque j'avais signé le papier de divorce, je savais que j'étais divorcé, j'ai cherché son nom sur le bottin et j'ai trouvé son nom. C'était un appartement qu'on fréquentait quand on était ensemble, que son père avait sur Lyon. Et elle était là pour ses J'avais études. installé le téléphone, donc il y avait Et- mon nom dans le bottin. J'ai appelé plusieurs fois, une seule journée. Vous laissez pas de Seule journée. message? Non. Parce que vous n'habitiez plus là, de toute façon. Non. Non, c'était le téléphone qui était resté au nom. Ouais. Donc mon c'est nom, important j'habitais parce plus que là. pendant ces 30 ans-là, il y a eu ce moment où d'un seul coup, il y a un élan, et puis vous vous découragez à la fin de la journée, Oui. vous avez l'impression que c'est Et votre... bon, j'arrive pas à la joindre, je passe à autre chose. Et en ce qui vous concerne, donc vous faites votre vie, quatre 4 filles, filles. et est-ce qu'il manque quelque chose pendant ces années? Ah oui, franchement. Après, j'arrive au bout de mon histoire avec mon ex-mari. Et puis, je suis vraiment malheureuse sentimentalement, parce que j'ai fait une autre rencontre, mais ça ne dure pas. Et j'ai un manque. Et puis, je me dis, c'est pas grave, je finirai ma vie, de temps en temps, peut-être quelqu'un, mais puis je finirai ma vie toute seule. Alors, on verra effectivement comment vous allez à nouveau entrer en contact, puisque c'est quand même au moment d'un réveil de coma. Là, c'est pas banal. Juste un regard sur ce que vous venez d'entendre, en fait. Ah ben c'est une belle histoire, mais c'est vrai, je pense à un moment, c'était pas le bon timing, quoi. C'était pas... il y On était jeunes. avait une évolution à faire, il y avait des deux côtés, des deux côtés. Ce que j'ai retenu, ce que j'ai essayé de dire à mes enfants, ou alors à des proches quand on a ce genre de conversations, qui sont très intimes, c'est ce qui nous a manqué, c'était évidemment, chez nous, il n'y avait pas de dialogue. T'es honnête, t'es droit, tu travailles, Oui, voilà. et après tu fondes une famille. Donc, on parle pas de ses émotions. Non, Non. jamais. pas qui voulait Et faire ce que je dis ça. toujours, c'est apprenez à parler.
Dites les choses, dites ce que vous ressentez. J'ai essayé de le dire à mes enfants aussi, mais à n'importe quel âge. Et quel que soit le sujet, de le dire, d'oser le dire, d'avoir la force de le dire. Parce que moi, c'est juste parce que j'osais pas le dire. Si j'avais dit que je l'aimais avant, ou si j'avais été plus moi-même, plus sentimental, et si j'avais mis plus Vous en faisiez avant- semblant d'être détaché. Oui, Oui, au parce fond, que c'était pas du Antonio, tout. il était... Ah non, mais pour moi, il se foutait... Enfin, il se foutait de moi. Vous avez envoyé des signaux inverses de ce que vous ressentiez. Ah, complètement. Donc c'est pour ça que c'est important pour Il vous, se c'est ce que vous ouais, transmettez. il- C'est dites à vos enfants, écoutez-vous et dites ce que vous ressentez. Ouais. Bien sûr. Devenir un homme, c'était capital pour moi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça voulait dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire être fort, être à la hauteur et ne pas montrer ses sentiments. Et donc faire voilà, Une façade. une façade et puis montrer toujours qu'on est solide, qu'on est costaud et ne surtout pas faire voir qu'on a des faiblesses ou des sentiments. Parce que être amoureux, c'est une faiblesse. On est vulnérable. Bien sûr. Faut pas le montrer. Alors, dans votre cas, donc Barbara et Gilles, on a raconté comment vous étiez amis depuis 6 ans, vous travaillez dans le même domaine, il y a une vraie complicité entre vous, mais Oui, vous ouais. êtes amis. Et puis, le jour où Gilles apprend que vous mariez, bon, il prétend que ça ne lui fait pas grand-chose, mais enfin, quand même, il a un petit pronostic, ça ne va pas durer cette histoire. Et puis, le jour du mariage, il a fini par accepter d'animer le mariage. Et quand vous lui demandez pourquoi tu n'étais pas là à la mairie, donc, il vous dit quoi exactement? Donc il me dit. Vous vous rappelez exactement du contexte? Vous êtes quand même en robe de mariée ce Ah oui, jour-là. c'est ça, oui. Tout le monde on vous a tous sauf célèbre. à ça. Oui, voilà, c'est recevoir les félicitations des uns et des autres. Et puis lui, par petites bribes comme ça, tout au long de la soirée, qui met quand même des sous-entendus. J'ai pas envie de t'entendre dire oui j'avais pas envie de t'entendre dire oui à quelqu'un d'autre. Il le dit, ça ressemble à une blague quand il le dit? Non, 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 non. Non, mais alors il le dit, puis il s'en va. Il me laisse comme ça, toute seule. Un moment où tu t'attends pas du tout à ce qu'il vienne te parler, c'était pas du tout le moment. Et puis tout à coup, il lâche ça. Écoute, de toute façon, On allait faire la jarretière. oui, on allait faire la jarretière, donc franchement, voilà. Il se rappelle du contexte. Oui, Donc, oui, oui, allez-y. oui. Moi-même, je me souviens même pas. Je me Juste souviens avant même pas la de ça, moi. jarretière, il dit quoi alors? Et il dit- On était en train de faire, enfin, de se préparer à faire la jarretière. Donc, on était devant la sono, il y avait Barbara, il y avait moi. Et on attendait son ex-mari qui était en face dans la salle à préparer des trucs, à chercher des trucs. Puis je regardais, puis d'un coup, je lui fais ton mariage, il va pas durer. Il va durer 2 ans, 2 ans et demi maximum. Un jour ou l'autre, on sera ensemble. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais un jour, on sera ensemble. Là Voilà. Le jour du mariage. Réaction, Marie. Et puis, je suis reparti dans l'animation. Oui, Et pourquoi tu lui as pas dit avant qu'elle se Ça m'est marie, que venu tu comme l'aimais? ça. Ouais. Ça m'est venu comme ça. C'est incroyable, ouais. J'ai dit ce que je pensais. D'accord. C'est- Sans penser que ça pouvait avoir des conséquences ou la perturber. Non, là, enfin, c'est sûr que moi, j'ai pas réfléchi. Après, j'ai fait ça, je lui ai dit ça. Puis après, bah, on a attaqué la jarretière, justement. Donc, je suis reparti dans mon rôle d'animateur. Donc c'est fascinant parce qu'il y avait tout ce que tout le monde voyait. Ouais. Et puis il y avait ce avait petit tout ce truc qui se un passait peu en coulisses, sous-jacent en coulisses. Ouais. Gilles, quand tu disais que ça allait pas durer plus de 2 ans, 2 ans et demi, c'est parce que tu sentais que tu allais prendre la place ou Ah non, pas du tout. C'était Pas du tout. C'était son mariage qui ne correspondait pas. Non, non, c'est le mariage qui, pour moi, déjà, dès le départ, D'accord, elle ne collait pas. ça collait pas. Pour moi, ça collait pas. Oui, mais vous pourriez avoir un jugement d'amis, avoir cette sensation, ça arrive, Oui. mais pas forcément être impliqué dans l'histoire. Et là, il y a 2 informations. Il y a je ne crois pas à ce mariage, bon, le dire à la mariée le jour du mariage. Encore. Vraiment être très amis, très intime, et est-ce que c'est le bon jour? On peut se poser la question. Et puis il y a quand même cette autre information, c'est de toute façon, on va être ensemble d'une manière ou d'une autre. Donc d'un seul coup, Ouais. elle est en train de se projeter dans quelque chose, et là, vous lui donnez une autre projection. Bah, parce que moi, je le voyais comme ça. Alors À ce qu'est-ce qui moment-là, va se je le voyais passer comme ça. dans votre tête? Les émotions sont tellement fortes que ça fait partie des émotions de la journée. Vous continuez de faire la fête. Mais c'est d'émotions. Enfin, oui, ça fait partie des émotions de la journée, mais pas celles dont on s'attendait, quoi. Parce qu'on a forcément ça, qu'on le veuille ou non, quelque part dans la tête, automatiquement. C'est une surprise pour vous? Oui, c'est une surprise, oui, quand même, oui, c'est une surprise. C'est vraiment une Mauvaise surprise. Non, pas une mauvaise. Voilà, c'est ça, c'est le truc. Et c'est même pas très sympathique à dire, mais c'est pas une mauvaise surprise. Je le prends comme une info choc, mais pas comme une mauvaise info, pas comme quelque chose de forcément négatif. Et je suis obligé de vous poser la question, est-ce qu'il y a même, parce que nos pensées, c'est quelque chose de très particulier, on ne les contrôle pas, est-ce qu'il y a même cette pensée de « mais pourquoi il ne me l'a pas dit avant ?» Ah si, mais complètement. C'est pour ça ce que j'allais rajouter. En fait, j'ai dit mais c'est stupide parce que quelque part, je lui ai dit d'ailleurs plusieurs fois après, je fais mais bon sang, tu me l'aurais dit avant, je pense que les choses auraient été complètement différentes. Le problème, c'est qu'avant, j'aurais pas pu te le dire avant, puisque je l'ai dit sur le coup, ça m'est venu comme ça. C'est ça qui n'est Donc pas normal c'est quand pas- même. Il y a un C'est pas, il y a un c'est truc. pas prémédité. Mais il assume sa franchise, il dit Ah « je oui, suis ça, comme mais ça oh là là, oui, ça. Alors, Ah oui, Gilles, non, mais- parce que vous connaissiez avant, vous étiez amis. On Oui, était amis pendant ça t'est 6 ans. jamais venu à l'esprit que ça pourrait être Autre chose.
autre chose entre vous? J'y ai pas pensé spécialement. C'est... Cet homme est fou. il est pas Et vous êtes à ses côtés, je vous le rappelle. Alors, Oui. donc, vous êtes mariés, et comment ça va se passer? Parce qu'effectivement, c'est une sorte de prédiction, une sorte de prophétie. C'est ça. Et donc, Ça fait un peu prophétie, là. Oui, Voilà. complètement. Ça va ouais. pas durer. Et Complètement. t'as eu ça en tête quand même, parce qu'on te dit ça t'es pas revenu comme ça dans ton mariage, ça va pas durer. Ah bah si, ça revenait. En fait, il t'a marabouté. Oui, c'était assez impressionnant, oui. Bonjour la nuit de noces. non, mais c'est ça. Parce que bon, l'info, elle est donnée. Moi, c'est vrai, bon, honnêtement, franchement, en toute honnêteté, il correspondait à un idéal déjà que moi j'avais. C'est toujours dangereux, les amitiés entre hommes et femmes. Hein. Bon, et voilà, mais pour moi, bon, c'est aussi mon éducation aussi, hein, comme toi, les choses sont droites. Donc, à partir du moment où il était avec une compagne, une famille, il n'y avait pas d'ambiguïté du tout, quoi. D'ailleurs, pardon, Voilà. je ne vous ai pas demandé, ce jour-là, vous êtes célibataire ou vous êtes en couple? Ah non, Non, il je est suis en couple. Et elle est là. Et elle était dans vos mains. D'accord. On peut passer encore un quart d'heure là-dessus, mais on va continuer l'histoire. Donc finalement, c'est vrai que Marie vous pose la bonne question, c'est-à-dire est-ce que ça va faire un petit effet très particulier? Oui, ça fait un effet parce que cette personne qui ne me laissait pas complètement indifférente non plus, mais dont j'avais fait un ami dans ma tête, c'était Parce que clair. les circonstances étaient telles. Voilà. Tout à coup, m'annonce que ça peut passer à autre chose, ça peut être différent. Et est-ce que son image réapparaît dans une relation de couple? Il y a toujours des hauts et des bas. Est-ce qu'au moment d'une dispute ou d'un seul coup, on ne sait plus très bien, d'un coup, il y a ce côté une Avec sorte de bouée? le mari. Oui. Alors, oui, mais en tant qu'ami. Ouais. Meilleur ami. Mais comment vous pouvez encore penser ami après ce qu'il a dit? Parce que pour moi, il était en couple, il avait une famille. Moi, j'étais engagée dans un mariage. Je peux pas. Et même après son mariage, il venait manger à la maison. Ah oui, on a on allait complètement manger, occulté le truc. Et c'est ça, occulté. C'est-à-dire qu'au fond, cette phrase-là, parce qu'on vient quand même d'y passer un moment, on voit qu'elle est fondatrice de quelque chose, c'est resté tabou pendant les années qui ont suivi, ou c'est un sujet de conversation? Non, même pas tabou, C'est on n'en a même pas tabou, reparlé. on n'en a du jamais tout. reparlé. Bon, on verra effectivement à quel point la prophétie a été réalisée. Je crois qu'en PNL, en programmation neurolinguistique, ce que vous avez fait, ça s'appelle un ancrage. Ouais. C'est que vous lui avez mis une petite graine dans la tête, C'est sans vrai, vous en hein. rendre Je sais compte. pas. Mais c'est comme M. C'était Jourdain ça. qui faisait de la prose sans le savoir. Vous l'avez fait sans Ah savoir. ouais, mais c'est. Alors, Anthony et Marie, donc, on le disait, amour d'adolescent, très fort, des forces antagonistes qui sont quand même assez nombreuses, finalement, et puis cette lettre de rupture. Vous avez en plus, vous dites comment je sors la tête haute? C'est la formule. Bon, voilà, une espèce d'orgueil lié à l'âge aussi, j'imagine. Et donc, vous faites chacun votre vie. Et puis, vous allez être victime d'un accident, donc c'est en 2011. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Il fait chaud, je suis à 3 jours des vacances. Tout se passe bien. Et le 27 juillet, à midi moins quart, j'ai des douleurs à la poitrine, je perds un peu la vue, j'ai les jambes qui flanchent et des étourdissements. Et puis on croit que c'est dû à la chaleur. Et j'ai 2 copains qui sont là, 2 collègues de travail qui sont là, et qui tirent une chaise, et qui m'assoient. Puis il y en a un qui me dit c'est un gros coup de fatigue que tu prends, tu as bu trop de café ce matin, tu devrais rentrer chez toi et revenir cet après-midi. Et puis l'autre qui est à côté, qui me dit mais vous êtes fou, il est en train de faire un arrêt cardiaque. Donc il appelle les urgences arrivent. Moi je me sens de moins en moins bien, un gros coup de fatigue, des crampes dans les jambes, etc. Je leur donne ce diagnostic, ce que je ressens, et ils s'activent, ça va très vite. Ils m'emmènent à l'hôpital, ils me font passer tout de suite un scanner, et là ça devient grave, ils s'en rendent compte. Donc ils appellent un hélicoptère. J'arrive à l'hôpital et là, je me souviens plus de rien. Et je me réveille quelques jours après et on m'annonce que j'ai fait une dissection de l'aorte. Et quand je me réveille, le médecin dit c'est vos enfants qui sont là, j'ai des enfants. Donc moi, Donc là, vous avez de l'amnésie. ouais, ça revient. Et quand je les vois, donc à la vue du visage de Mathieu et de Marion, je les reconnais. Ils demandent à mes enfants de toucher les pieds pour voir si ça bouge. Je le sens, je sens un petit peu, mais donc ça bouge. Donc ils sont contents parce que je suis pas paralysé. Et puis là, je me rendors. Je me réveille à nouveau parce que je suis en soins intensifs. Et je demande aux enfants comment je vis, où je suis. Et je dis, et Marie, elle est où? Il me dit, mais Marie, elle n'existe pas. Comment ça, Marie n'existe pas? Mais Marie, c'est ma chérie. Et voilà, elle est ancrée. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours en tête, et là, ça dure 24 heures sur 24, c'est où est Marie? Ça devient une obsession. Je veux la retrouver. Donc voilà, j'ai fait un décès de 4 minutes 50. C'est le chirurgien qui me l'annonce.
L'opération, c'est une opération lourde qui a duré 12 heures. On m'a débranché le cœur pendant 96 minutes. Il a eu du mal à repartir, mais il est reparti. Donc là, il commence à me dire, vous avez beaucoup de chance. Non seulement vous revenez d'une mort imminente, parce que j'avais fait une mort imminente, vous faites un décès de 4 minutes 50, vous n'avez pas de séquelles, et là, il n'y a que vos jambes qui ne fonctionnent, qui ont un petit peu de mal à fonctionner. Et j'ai dit, si elles ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, vous marcherez avec une canne, ou alors je réopère, mais si on réopère, il y a des risques. Vous voyez comme une sorte de miraculé, au fond? Alors, on me dit que je suis un miraculé. Ça a provoqué quoi chez vous, en fait? C'est terrible. C'est terrible parce que j'essayais de comprendre pourquoi moi j'avais survécu. Quand j'étais... Alors, la phase la plus douloureuse, c'est que pendant un certain temps, en soins intensifs, je leur disais, le monsieur qui faisait du bruit, il est où? Il me dit, il est parti. Il est parti, ça veut dire qu'il est mort. Il est mort. Et là, elle est là, je la sens. Hein. Je sens que la mort est là, qu'elle est prête. Et quand je pars en rééducation, il y avait des gens qui étaient handicapés, qui avaient subi des opérations moins importantes que les miennes et qui avaient gardé des handicaps. Donc des paralysies des membres ou faciales. Et parce qu'on mangeait par groupe de 6 sur des tables rondes, ils ne comprenaient pas pourquoi moi j'avais survécu à ça et pas eux. Et là, j'étais confronté à leur regard. Donc une forme de culpabilité? Ouais. Et puis de tristesse aussi. Et moi, je ne voulais plus de cette tristesse. Je commençais à sentir des choses se transformer en moi parce que il y avait un monsieur, j'avais demandé s'il voulait que je lui épluche sa pomme parce qu'il n'y arrivait pas, il était paralysé du bras. Et il m'a envoyé bouler parce qu'il n'avait pas besoin d'aide. Et c'est pas parce que moi, j'avais eu une opération qui s'était bien passée qu'il fallait que j'essaie de l'aider ou quoi que ce soit. Il n'en voulait pas. Donc toutes ces situations vont vous perturber beaucoup? Oui, parce que j'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi j'ai la chance de pouvoir recommencer à vivre à peu près normalement? Et pourquoi ces gens-là souffrent autant? Et là, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire que je ne veux plus travailler, en tout cas plus faire du commerce. Quand je me suis aperçu que je ne pouvais plus faire de commerce, c'est quand une dame était venue me demander si elle pouvait changer la couleur des jantes de sa voiture. Et puis je dis, mais madame, ne m'emmerdez pas avec les jantes de votre voiture. Et là, elle me dit, mais je vous en prie, je vais voir votre directeur. J'ai dit, c'est là-bas à la porte. Voilà. Et la porte du Tout est dérisoire. directeur. Tout est dérisoire. Tout est dérisoire. Et je dis, j'arrête de travailler. Donc on m'a mis en burn-out, ce qu'on appelle en burn-out. Et prenez des congés, arrêtez de travailler. Très sympa, hein, mes supérieurs. Prenez le temps de vous reposer. C'est dur ce que vous avez vécu. Revenez quand vous serez prêt. Et je ne suis jamais revenu. Et donc vous êtes parti sur la quête de vos origines? Oui. Vous allez partir au Portugal? Voilà. Alors j'avais besoin, pour me recentrer, je pensais que ça pouvait être bien. Et je prends la voiture et je pars au Portugal. Un petit problème, c'est quand on fait le voyage, ça dure une journée entière, on a le temps de réfléchir. Et là, la route qui défilait au fur et à mesure, moi, c'était toujours une bobine qui revenait. Je reprenais le fil de ma vie, je retraçais tout. Et l'évidence, c'était qu'il fallait que je retrouve Marie. Donc quand vous rentrez du Portugal, vous essayez de la recontacter comment? Sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux. Et à cet instant précis, vous ne savez pas quelle est sa vie, si elle est disponible ou pas, vous ne savez pas comment elle va réagir. 33 ans qui se sont écoulés. Quand je tape sur son nom sur le réseau, je veux juste la retrouver, lui dire que j'avais jamais retrouvé chez personne les années de bonheur qu'elle m'avait données et que le fait de lui avoir remis cette lettre, ce jour-là, ça avait été la plus grosse bêtise que j'avais fait peut-être de ma vie. Et c'était juste pour lui dire ça. Et en la voyant, je pensais que si elle l'acceptait, après, moi, je pouvais continuer ma vie autrement. Si elle me disait, je vis avec quelqu'un et je voulais pas lui dire que j'avais envie de recommencer quelque chose. Je voulais juste lui dire pour pouvoir après vivre ma vie et aller dans une autre direction. Parce que je ne comprenais pas pourquoi toutes les rencontres que j'avais faites après mon divorce ne pouvaient pas fonctionner. Je peux pas. Il y a quelque chose qui se passe et ça vient pas des autres, ça vient de moi. Forcément, c'est moi qui ai un problème. Et donc premier message, on va voir comment vous le recevez, mais premier message, vous ne dites pas tout ça, bien sûr. Ah non. Premier message, c'est vous reprenez contact. Je salue Marie, comment tu vas? C'est Antonio. Donc salut Marie, qu'est-ce que voilà, En fait, c'est pas ça. le message. Il m'a demandé comme ami. Voilà. C'était en juin 2013, début juin 2013. Il m'a demandé comme ami. Et puis donc, moi j'étais... Votre réaction? Ah bah déjà, j'étais étonnée de retrouver... Le passé ressurgit? Ah bah complètement. Et puis j'accepte tout de suite. Tout de suite, oui. Mais je laisse passer.
Des jour. ados, je vous dis. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on accepte souvent des gens comme ça qu'on a connus par le passé, mais voilà. Et puis, on n'est pas forcément tout de suite, on ne va pas se revoir tout de suite. Et puis, je laisse passer un jour, puis pas de nouvelles de lui. 2 jours, pas de message non plus. Alors, le 3e jour, j'écris un message. Et je lui donne de mes nouvelles, ce que je deviens un petit peu, sur quelques lignes. Et puis, j'envoie, et puis il me répond tout de suite. Quel état d'esprit? En fait, il attendait. Vous êtes dans quel état d'esprit? Là, je suis surprise, je suis curieuse, puis je dis, ça me ferait vraiment plaisir de le revoir, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Je suis... À ce moment-là, vous êtes célibataire également? À ce moment-là, oui, je suis célibataire, complètement. Et mais c'est pas pour le... Voilà, tout de suite avoir... Vous n'avez pas ça à l'esprit? Ah non, j'ai pas du tout ça à l'esprit. C'est juste pour le revoir, et puis... Et puis boire un verre ensemble, puis discuter de nos vies Ce réciproques. premier rendez-vous après 30 ans, donc vous vous rappelez où ça a lieu et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Alors, on se décide de se rencontrer à la sortie de mon travail. C'est un 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et puis, il est de dos, je sors, puis je le vois de dos. Puis On rappelle que la dernière fois que vous l'avez vu, il avait 21 ans. 21 ans. 21 ans, et là, c'est 30 ans plus tard. Et là, et tout de suite, il se retourne. Bon, il a un petit peu épaissi, mais la silhouette, mais je revois tout de suite son sourire, son regard. Je vois ses cheveux poivre et sel, et puis tout de suite, c'est comme si je l'avais quitté la veille, et j'ai tout de suite envie de lui parler. Je suis bien avec lui, dès qu'on se revoit. Vous vous rappelez de cette première ces retrouvailles, en fait? Je la vois arriver comme ça, elle traverse la route, et puis je la vois arriver, puis j'y vois, c'est ma Marie. Vous avez parlé longtemps ce jour-là? Eh ben, on n'a pas cessé de parler de 4h de l'après-midi à 1h du matin. On s'est quittés après, chacun rentrait chez soi. Mais ça a été un dialogue... Et est-ce que vous êtes tout dit ce jour-là? Est-ce que vous avez raconté toute l'histoire? On a raconté toutes nos vies. Alors, mais petit à petit. Qu'est-ce que vous ressentez du coup, Marie, quand il vous raconte ce réveil d'un coma où il a l'impression qu'il est avec vous alors que ça fait 30 ans qu'il ne vous a pas vu? Alors, en fait, ça a été... ça a pas été, il ne m'a pas raconté tout de suite. D'abord, on a raconté un peu nos vies, ce qu'on devenait et tout. Et c'est quand il m'a dit, mais tu sais, j'ai eu un grave accident et j'ai fait une mort imminente. Et puis après, il me dit, mais tu sais, tu as toujours été là, je t'ai toujours aimé. Et je lui dis, mais... Et moi, je suis tombée des nues. Je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu m'aimais à cette époque? Tu te rends compte de tout ce que tu m'as dit? C'est-à-dire que si tu étais partie, j'aurais jamais su que tu m'aimais encore. Enfin, que tu m'avais aimé à ce point-là. Et c'était vraiment très difficile. Enfin... C'était pas difficile, on a pleuré tous les deux. Oui, mais difficile. On a Oui, pleuré. encaissé. C'est vrai que c'est encaissé. C'était difficile émotionnellement. Même encore maintenant, quand j'en parle, c'est beaucoup d'émotions parce que c'était... Ils sont compliqués, ces hommes, à jamais dire les choses quand il faut. Quand il faut, mais là, vraiment, on se retrouvait, c'était le bon moment, quoi. Et en même temps, je suis heureuse parce que je dis, tu es là maintenant, et puis c'est un amour inachevé, et puis maintenant, je suis sûre qu'on va construire quelque chose. Mais ça, je me le dis à moi-même, mais voilà. Pendant ces 10 heures On n'a pas parlé de ça, mais moi, je me le dis un peu à moi-même quand je rentre chez moi. Je me dis, ça se trouve, on va se revoir, tant mieux, et puis... Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez prêts l'un et l'autre à repartir plutôt sur de l'amitié, si l'un ou l'autre n'avait pas voulu recommencer une histoire? Est-ce que vous étiez prêts à accepter le fait de devenir des amis? Juste des amis? Mais non, On vous demande d'être sincère. Non, on peut pas, moi je peux. Non, Antonio, c'était soit je suis avec lui, soit je le vois pas. Voilà. Un ami, non. Moi aussi. Ok. Non. Non, mais c'est une très bonne question, et on se la pose. Et donc, effectivement, vous dites on repart chacun chez soi, vous décantez un petit peu, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions. Beaucoup, ouais. Et puis, il y a une sorte d'évidence naturelle pour tous les deux. Oui. Moi, c'était la première personne, quand j'ai commencé à lui dire que j'avais eu un accident et que j'avais eu un décès de 4 minutes 50, que j'avais fait un voyage et que j'y allais sur la pointe des pieds parce que j'en parlais à personne, parce qu'on m'avait déconseillé de le faire. Et quand j'ai commencé à en parler à Marie, elle me comprenait, alors je lui dis j'arrête là parce qu'elle me dit non, continue, je suis très au courant de ces choses-là, ça m'intéresse et tu peux continuer. Ouf, enfin quelqu'un qui peut m'écouter, c'est Marie, ça tombe bien. Voilà. Et à minuit, c'était minuit, on a pris un dernier verre. Et quand on s'est levé de l'endroit où nous étions, je lui ai demandé, parce que je voulais vraiment savoir, je ne pouvais pas, parce que ça faisait quand même un moment que c'était insupportable, j'ai dit, est-ce que je peux te prendre la main? C'est la deuxième fois qu'elle me dit non, tu m'embrasses. Et je l'ai embrassé. Et ouf. Et là, après, on s'est pris la main, et le soir, on s'est quittés. Et puis moi, voilà, c'était
Lyon-Bourgoin, c'est 40 km. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il faisait chaud. J'ai mis Mured et c'est le roi du monde. Comme dit Leonardo dans Titanic. Il est le roi du monde. C'est ça. Oui, Antonio Leonardo, même combat. On va revenir effectivement à cette histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes... voilà, de quoi est faite cette relation finalement aujourd'hui, puisqu'encore une fois, vous êtes d'accord qu'on a l'impression que ce sont deux ados. Ah oui, c'est clair. Ça fait, on les voit bien, deux ados là. Et puis je vous ai vu... Oui, mais à nous quatre, on s'amuserait bien comme des ados, ouais. Alors on va voir effectivement ce qui vous est arrivé, puisque on rappelle que Gilles est un ami depuis 6 ans, il est là le jour de votre mariage, il a cette phrase... Magique. Voilà, magique. J'aime bien faire un peu de provoque en disant cette phrase quand même incroyable. Ouais. Si un pote à moi avait fait ça, je dis mais t'es dingue. C'est Il ça. va dire à la mariée mais on sera ensemble dans quelques temps. Bon, et finalement, votre relation va cesser. Oui. Et d'ailleurs, c'est important que je vous pose la question, c'est de votre fait ou finalement c'est vous qui êtes quitté à ce moment-là? Non, c'est pas moi. Les choses vont de pire en pire en fait, et il y a une séparation qui à la base est décidée par mon conjoint, enfin qui est imposée. Et puis voilà, mais je suis pas plus traumatisée que ça, quoi. En fait, Donc, c'est la fin de c'était une quelque chose. logique. Voilà, c'était. Vous sentez qu'une page se tourne, Mhm. mais c'était pas lié forcément à ce qu'on... Ah pas du tout, non. Ah pas du tout, non, ça n'avait rien à voir. Alors, maintenant, comment ça se passe, du coup combien de temps faudra-t-il pour que cette prédiction se réalise? Donc, au bout, il avait été bon sur ce coup-là, 2 ans et demi, je suis allée au maximum. Et justement, à ce moment-là, j'avais besoin de Gilles encore plus, vraiment en tant qu'ami. Il n'y a pas du tout ce côté, ça y est, je suis libre, peut-être essayer quelque chose. J'avais vraiment besoin de lui en tant qu'ami. Je lui ai dit, j'ai besoin que tu sois là. D'ailleurs, quand je me suis vraiment retrouvée dans les problèmes, le premier que j'ai appelé, c'est lui. Et j'ai dit, écoute, il faut que tu m'aides. Voilà, j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça, il faut que tu sois là. Et je savais qu'il serait là. Donc vous savez que vous pouvez compter sur lui. Sur lui. Et vous, à ce moment-là, vous aviez... Alors, je ne vous ai pas posé la question. Cette fameuse phrase, cette prédiction, bon, on comprend effectivement que Barbara s'en souvienne. Vous vous en souveniez de ces phrases? Oui, Même si vous n'en aviez pas reparlé. La phrase, je m'en souviens, mais j'y pensais plus du tout. Moi. D'accord, mais vous vous rappeliez que vous aviez dit ça? Ah oui, bien sûr. Et donc, du coup, quand vous apprenez qu'elle est célibataire, vous, à ce moment-là, est-ce que vous l'êtes? Pas loin. D'accord. Vous n'êtes pas loin, mais Alors, j'étais sur le point de me séparer. est-ce que ça vous... Il y a une pensée qui vous traverse l'esprit en vous disant, Non. voilà, c'est donc comme c'était prévu? Non, même pas. C'était pas prévu qu'on se mette ensemble Mhm. Et comme donc, ça. pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Une sorte... Qu'est-ce qui va changer, en fait? Ce qui va changer, ça n'a même pas été un changement comme ça. Évolutif, Ça veut dire progressif? Oui, progressif. Ça a été un petit peu comme le coup du mariage, hein, ça a été brut de pomme, direct. C'est-à-dire que c'était donc mon ami, je pouvais compter sur lui, je savais qu'il était là, il m'a aidé à me sortir de X choses. Et puis pour me changer les idées, il me dit viens, on va sortir, on va bouger, on va passer la soirée ensemble. Enfin, toujours dans le cadre de l'amitié. Et puis, à croire que ça marche qu'avec des déclics. Un jour, il m'emmène sur le tournage d'une émission. Voilà. Donc là, vous êtes dans le public. On est dans le public, Dans le public. Donc c'est une émission avec Jean-Luc Delarue. avec Jean-Luc Delarue. Ça se discute. Ça discute. Et le thème du jour, c'est quoi? Faut-il tout se dire dans un couple? C'est le hasard? Ah oui, mais complet. Ah, mais total. Complet. Donc vous assistez à une émission de télévision, Voilà. vous êtes dans le public et vous entendez des gens parler, faut-il tout se dire dans le couple? Voilà, avec des histoires dingues, des trucs qui se rapprochaient, pas de nous, mais dans le sens où, voilà, à un moment, il faut prendre des décisions, à un moment, il faut dire les choses, à un moment... Et en sortant de l'émission, c'est vrai que du coup, moi, j'étais un petit peu, pas perturbée, mais je disais, il y a quand même des choses, c'est vrai, à mettre en ordre. Et voilà, donc on continue la soirée ensemble, on se retrouve au restaurant, tout, et j'ai dit, voilà, s'il devait se passer quelque chose, tu serais honnête, tu en parlerais à ta compagne, enfin, voilà, essayer de tâter le terrain, voir un petit peu les choses. Et puis voilà, on commence à discuter gentiment de ça. Moi, je fais que des bêtises tout le long de la soirée. Ah oui, ça. J'ai la tête ailleurs complet.
Là, pour le coup, c'est moi qui étais un petit peu perturbée. Sort de l'émission, on prend sens interdit, égare la voiture, elle laisse les clés sur la voiture avec contact, les portières ouvertes. Enfin bon, je fais un petit On peu. va à un un petit peu tout et karaoké, n'importe elle quoi. chante, elle se rappelle même plus de la chanson qu'elle chante. Enfin bon, c'est moi Vous qui étiez ailleurs, vous étiez perturbé, c'est moi qui étais vous un petit sentiez peu quelque ailleurs, chose ouais. qui se joue en fait. Ouais, c'est moi qui étais un petit peu ailleurs. Elle Moi, était à l'ouest. j'avais tourné la page. Bon, voilà, j'ai essayé de me sortir de mes ennuis, mais j'avais tourné la page. Donc, pour moi, j'étais déjà libérée de beaucoup de choses. Et puis, mais moi, je ne voulais pas détruire quelque chose. Il y avait une famille, il y avait un couple, et je voulais surtout pas détruire ça. Donc, moi, je ne savais pas à cette époque-là que Gilles avait décidé déjà de partir et de recommencer lui aussi une nouvelle vie. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se Ça, passer? Qu'est-ce qui va être le déclic? Le déclic, aussi furtif, enfin aussi bref que pendant le mariage, je le raccompagne chez lui, tout simplement. Après l'émission? Après l'émission. Après l'émission. Je le raccompagne chez lui, Après- il est tard. Non, il est pas tard, il est Comment tôt le matin. Oui, il est tôt le matin, voilà, tout dépend comment. Oui, parce que. Rentrer à Alors 7 là, heures l'autre du coup des matin. ados, un petit peu comme les ados. Voilà, C'est-à-dire que pareil. tu tournes, tu vires, tu passes la nuit dehors, à pas oser se dire les choses. C'est à la fois pour pas dire les choses, à la fois pour pas rentrer. Oui, C'est-à-dire que voilà, vous êtes un peu voilà, en c'est suspens, ça. quoi. C'est ça. On n'a pas envie de rentrer. En même temps, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et puis, bon, en bas de chez lui, dans la voiture, à un moment, il me dit bon, allez, ma petite chérie, là, il faut que j'y aille. Et puis voilà, ce jour-là, au lieu de se faire la bise, on s'est embrassés, quoi. Voilà, sous les fenêtres de chez lui. Mais ça a été très. Presque normal. C'est ça qui est fou, c'est que vous dites l'un et l'autre, et avec beaucoup de sincérité, non, on était amis, Oui. même s'il y avait cette prédiction qui était là, et puis d'un seul coup, c'est comme s'il y avait un avant, un après. C'est C'est très. ça. Le soir, on est sortis en amis. Voilà, et on s'est quittés. Voilà, ensemble, quoi. Avec un baiser. Voilà. C'est ça. Mais il n'était pas du tout prévu que le soir, notre amitié ait changé. Hein, mais ça a été. Et donc, c'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. Et donc, quel genre de couple vous êtes, quel genre de relation vous avez, compte tenu de cette histoire si particulière, de ce passé si particulier, où il y avait beaucoup de rétention finalement. Mhm. Et du coup, ça a créé quoi, une complicité particulière? Ce que je pense, c'est que ce que j'ai gardé, c'est qu'il y a toujours ce côté de l'ami. Il y a toujours le côté... il n'y a pas que le couple, il y a tout ce passé amical aussi qui est resté. Donc je sais que je peux compter aussi sur Gilles en tant que conjoint, mais en tant qu'ami. Il y a toujours quand même ce côté amical qui reste. Donc une relation plus complète finalement. Ouais, complète, complice. Donc quelque chose de réconfortant. Et donc, dans votre cas, finalement, vous diriez quoi, Marie, sur cette relation? Ça fait 4 ans. Et 4 ans de quel type de relation? Parce que j'arrête pas de plaisanter en disant qu'on a l'impression de voir des ados. Mais quel type de relation vous avez du coup? Moi, nous, c'est 4 ans de bonheur, quoi. On est... C'est pas complètement fusionnel, parce que j'aime pas ce mot, mais on est en harmonie, on partage énormément de choses, on est heureux l'un et l'autre dans notre couple. Nos familles, pareil. Mes parents ont accepté, pas accepté, mais ils sont heureux de me voir heureuse avec Antonio aujourd'hui. Et on partage des tas de choses, la musique, la lecture, les sorties. On a plein de projets. On a envie de voyage, on a envie de vivre au Portugal aussi, là, dans sa maison. Comme des ados. On rattrape C'est ça. aussi. En fait, les choses. il y a des tas de choses rattrape qu'on a le envie de passé. faire, des voyages qu'on a envie de faire aussi. On dit tiens, parce qu'on ne connaît pas. Toi, j'aimerais bien te montrer aussi New York, parce que j'adore New York et Tony ne connaît pas. Et il y a plein de choses comme ça qu'on a envie de faire, et on a l'impression qu'on n'aura jamais assez de temps. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on sera... Bon, on n'a pas eu d'enfants, c'est notre grand regret. Ensemble, Aussi. vous n'avez pas eu. Ensemble, on n'a pas eu d'enfants ensemble. On a 2 chats, nos 2 chats. Je n'ai jamais été aussi bien avec un homme, en fait. Aussi en harmonie, je suis sereine, voilà, je suis bien. Et vous pensez que finalement, cette histoire si particulière avec 30 ans comme ça, donc une existence qui s'écoule où vous n'êtes pas ensemble, du coup ça donne une saveur particulière à votre histoire aujourd'hui? Aussi, bien sûr. Et puis on a la maturité, on sait ce qu'on veut plus. Ça reste un mystère, et c'est bien les mystères. Moi, je vais être un peu plus précis. Marie, elle a mis de l'ordre dans ma vie, qui était totalement en désordre, mais depuis toujours. Et elle m'a rassuré, et elle a fait de moi un homme bien.
C'est-à-dire que moi, je me sens quelqu'un de bien parce que c'est Marie qui m'a construit comme ça. Et je voulais te rendre un petit hommage. Parce qu'un soir, à table, avec les filles, il y avait son père qui était là. Et les filles avaient posé la question à leur mère, je dis, hein, en lui disant, maman, le plus beau jour de ta vie, c'est quoi? Et la maman a répondu, en dehors de votre naissance et des 2 autres filles, c'est le jour où j'ai retrouvé Antonio. Et c'était pour moi la plus belle preuve d'amour qu'on pouvait me donner, parce que ce jour-là, enfin, quand elle a dit ça, j'ai su qu'avec Marie, je risquais rien. Dire, je risque rien, absolument rien. C'est-à-dire, c'est pas une question sentimentale. C'est que c'est moi, havre de paix. Tant que Marie sera là, je serai, moi, un homme heureux. Voilà. Mais c'est toi qui l'as dit la première fois, c'est Oui. pas moi. Et Antonio, vous disiez, on partageait plein de trucs, notamment la musique. Ouais. Et vous m'avez demandé de passer un morceau de musique. On Oui. le passe et vous expliquez pourquoi après? Ouais, Ouais, Ok. il va nous faire pleurer, là. c'est Murène. C'est Marie qui m'a fait découvrir ce chanteur. Et ça, c'était notre musique que l'on mettait en toutes circonstances. Vous aviez quel âge? J'avais 17-18 ans. Non, t'avais J'avais plus, acheté le disque, je l'avais enregistré. Et On maintenant- peut mettre un petit peu plus fort? Plus fort, hein? C'est quoi les images qui vous viennent quand vous entendez? Je revois Antonio avec ses cheveux bruns, longs. Dans la voiture. Alors on va baisser un petit peu le son. Je peux pas envie de danser. Vous voulez danser? Ouais. Alors on vous regarde danser alors du coup. C'est comment on fait? Je sais plus. Tu mets tes mains autour de ma taille et tu me serres fort. Vraiment 2 ados. Hein? Ils auraient été 2 ados. Je me rendais pas compte qu'on allait faire une boum cet après-midi. Merci. Ouais, non mais c'est magnifique de vous voir danser parce que nous on vous a vu adolescent comme ça dans notre J'ai esprit. autre chose à faire, si Alors vous on vous, permettez. on vous laisse vous asseoir. Oui. Non, mais je me mets là juste à côté de toi. Je vais te demander, comme ma vie a besoin de la tienne, ma chérie, Oui. est-ce que tu veux m'épouser? Oh, mais oui, Alors je te demande de m'épouser. bah oui. Et ben voilà. Et ben, C'est une vraie demande en mariage, on a envie d'applaudir. Il a le sens de la mise en scène, Antonio. Hein. Ah, ça, c'était pas prévu. Hein. Bon. Madame Pereira. Oui. Donc là, attendez, j'ai pas rêvé parce que moi j'ai l'impression d'avoir rêvé là. Donc vous venez de la demander en mariage. Oui. T'as dit oui, hein, tu Ah oui. Bah, c'est évident. Et donc Marie, ça vous étonne de lui ce qu'il vient de faire? Parce que là, effectivement, en termes d'intimité, Ben, déjà le slow, puis après. et je peux vous demander pourquoi vous avez choisi de le faire là? Oui, pourquoi? Parce que vous pourriez le faire au restaurant, tête à tête, avec les enfants. Parce que Marie, lors de nos conversations et notre intimité, m'a dit souvent qu'elle aimerait être mon épouse. C'est un vous est regret, et que moi aussi, bien sûr, j'aimerais être son mari. Et je lui avais dit, j'attendrai le moment pour le faire. Et ça fait un petit moment qu'on a... Elle m'avait fait remarquer que la demande, elle venait pas. Oh. Alors j'ai dit, mais elle va arriver. Et donc j'attendais quelque chose comme ça, mais j'allais le faire. Et Le fait de raconter votre histoire là, oui, parce qu'on est en train de la consigner finalement. Vous êtes en train de transmettre quelque chose évidemment en racontant votre histoire. oui. Qu'est-ce que vous voulez transmettre d'ailleurs? Alors je l'ai fait, Marie m'a conseillé de le faire, donc je l'ai fait il y a 1 an. J'ai écrit un livre qui va sortir début mai. Le titre? Où est Marie? Oh bah tiens. Et alors, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris avec Marie, je le dis comme ça, alors j'ai la force maintenant de le faire, j'ai appris que le monde était fait d'amour et de bienveillance. Et comme je le dis souvent, parce qu'elle me trouve extraordinaire pour ces choses-là, aujourd'hui, moi, tout ce qu'il y a autour de moi, c'est que de l'amour. Et je le vois, je le sens. Donc, tout m'émerveille, hein, quel que soit le sens. L'eau, alors ça, c'est bien, c'est très facile. Le froid, la chaleur, le soleil, la pluie, la brume, pour moi, tout est merveilleux. Donc vous êtes dans l'émerveillement. C'était pas le cas avant l'accident? Non. Et c'est un émerveillement perpétuel. C'est-à-dire je suis tout le temps dans l'émerveillement. Et je crois que ma mère est décédée à 95 ans. 3 mois avant, j'étais près d'elle. Je lui ai emmené Marie pour qu'elle la voie.
Et donc, avec son langage à elle et en portugais, elle m'avait demandé d'apprendre à aimer. J'ai compris ce qu'elle me transmettait et c'est ce que j'essaie de véhiculer maintenant. Et vous, Marie, pourquoi votre histoire, vous acceptez de la rendre publique? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? En quoi ça peut nous inspirer? Eh bien, c'est un message où, quoi qu'il arrive, quand on a des coups durs, moi je pense que tout peut arriver, quoi. Parce que ma vie, elle a changé du jour au lendemain quand j'ai revu Tonio. Voilà, il y a de la place pour l'amour, pour le bonheur. Vous, Barbara, qu'est-ce que vous ressentez dans leur histoire, finalement? Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est très beau, mais je pense que de toute façon, quand on a vécu l'expérience qu'a vécu Tonio, on ne peut que voir la vie autrement. C'est obligé, c'est au-delà même de ce qu'on peut en comprendre. Il faut vraiment être passé, je pense, vraiment par là. Par cette expérience-là de mort imminente et de se dire, mon Dieu, mais la vie est magnifique, il ne faut pas en laisser passer une miette, il faut profiter de tous les moments et de tous les bonheurs. Quand on approche la mort, en tout cas, on se rend compte que de la vie, le plus important, c'est l'amour. Au fond, c'est ça. Ouais. Et vous, Barbara et Gilles, finalement, votre histoire, elle nous dit quoi? Pourquoi vous aimez la raconter et qu'est-ce que vous aimez transmettre aux autres? Nous, c'est une histoire qui est drôle, parce que bon, c'est les conditions, la façon de faire, c'est vraiment traité sur l'humour. Les difficultés, elles ont été là, mais bon, ça c'est autre chose. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que on s'est pas trompé. Ça fait 14 ans quand même qu'on est là, qu'on tient le coup. Ça a renforcé nos sentiments, ça a renforcé la complicité. On essaye aussi un petit peu de rattraper le temps perdu aussi, parce que quoi qu'il en soit, on a quand même l'impression d'avoir perdu un petit peu de temps, de toute manière. Enfin, toi, t'es pas trop... t'as pas dans les regrets, en tout cas, c'est pas votre nature. Ouais, toi, t'as pas l'impression d'avoir perdu du temps. Toi, c'est une question de timing. Avec Gilles, c'est du timing. C'était pas le moment, et après, c'était le moment. C'est très carré. Et puis... Aujourd'hui, moi, ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'on a réussi à créer une famille dans le sens où moi, je ne pouvais pas avoir d'enfants, donc le problème était réglé. Et je savais que j'étais partie sur quelque chose, sur le fait que j'aurais jamais d'enfants, donc j'aurais jamais de famille. C'est vrai que le Gilles, du coup, avec ses 2 fils, m'a apporté une famille. Et ce que je trouve formidable dans ce rassemblement de famille, c'est qu'avec les enfants, ça a toujours été... facile, quoi. Ouais, ça a été, moi, je remercie mes beaux-fils, mais à 300%. C'est naturel. Oui, voilà, de m'avoir apporté cet amour et ce sentiment, voilà, que j'étais importante et que je faisais partie de leur vie. Et en 14 ans avec eux, j'ai eu l'impression quand même d'avoir construit une famille. Bon, et puis moi, j'arrive à sourire à Gilles. C'est une plaisanterie, parce que du coup, je vois qu'il avait raison, hein. 14 ans, de vous êtes ensemble. Mais franchement, si j'avais appris le soir même qu'il était allé dire ça à la mariée, franchement, on n'aurait pas été potes ce soir-là. Parce que bon, on partage le même métier, on partage la musique, on partage... puisqu'on a le même... on travaille ensemble, on travaille toujours ensemble. Voilà, ça a renforcé... Vous êtes encore plus ensemble, finalement. Les couples qui travaillent ensemble, vous passez plus de temps. Ah oui, là, pour le coup, oui, on est tout le temps ensemble. Alors, on parle d'amour et ça tombe bien, on va continuer cette conversation. Je voudrais vous montrer un reportage qui va vraiment vous intéresser. Sur une femme pour qui l'amour, c'est très important. Et donc, elle passe sa vie, alors qu'elle est coiffeuse. Vous allez voir qu'elle a une double activité, mais son autre activité n'est pas du tout pour des raisons financières. C'est-à-dire, elle fait ça juste pour voir les gens heureux, puisqu'elle présente des hommes à des femmes. Elle présente finalement des gens dont elle pense qu'ils pourraient être ensemble. Et donc, une sorte d'entremetteuse, elle ne trouve pas d'autres mots. Elle fait ça à ses temps perdus, mais vous allez voir que ça prend beaucoup de place et qu'elle a rendu heureux plein de gens. Regardez, on en parle juste après. Tout le monde rêve d'avoir une belle histoire d'amour. Sans amour, on n'est rien. Hein. Ça va ? Oui. Je suis coiffeuse et entremetteuse. Il paraît qu'il n'y a pas d'autre mot pour désigner ce que je fais. Je propose à mes clients célibataires de faire des rencontres amoureuses. Là, du coup, tu es célibataire depuis combien de temps ? Et là, ça va faire quelques mois, depuis août dernier. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent comme démarche pour rencontrer quelqu'un ? Un peu ce que tout le monde fait en ce moment, hein, les sites, le hasard. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Ben alors, je suis toujours tout seul. Tout ça a démarré par un client
Et je savais qu'il était séparé depuis plusieurs mois et je lui ai dit écoute, tu as prévu de partir en vacances Il me dit oh non, tu sais, tout seul. Et j'avais une de mes clientes qui était célibataire. Et là, il me dit mais moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, la rencontrer. Alors quand il m'a dit ça, mais je dis oui, au fait, pourquoi pas. Si je peux faire des heureux, c'est merveilleux. Alors ton signe astrologique, parce que il y a quelques personnes qui sont sensibles à ça. D'accord. Ton numéro de téléphone, parce que la mise en relation se fait par téléphone. Pas de problème. J'ai tous les âges dans mes fiches. Le plus jeune a 26 ans, le plus âgé a plus de 80 ans. Je ne vais pas dire que je connais toutes mes fiches par cœur, parce que maintenant je commence à en avoir beaucoup. J'ai presque 150 personnes dans mes fichiers. Je vois déjà certaines personnes avec qui je pourrais te mettre en relation. Ah oui, j'ai bien fait de venir. Oui. Le célibat à 40 ans, c'est pas forcément quelque chose qu'on choisit. On essaye un peu tout, type de rencontres, sortir un petit peu. Donc voilà, c'est une nouvelle possibilité, pourquoi pas, quoi. Donc je vais mettre ta fiche dans mon fichier. Ok. Et puis je te tiendrai au courant rapidement. Eh ben super, c'est chouette. C'est totalement désintéressée, elle a juste envie de faire le bien autour d'elle. Donc c'est plutôt chouette, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça à l'heure actuelle. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va? Alors, comment ça va depuis samedi? Et là, on a super sympathisé, je vois ça, c'est chouette. C'est super. Bon, et maintenant, j'organise des soirées, parce que c'est vrai que c'est plus simple quand les gens partagent une belle fête. Et là, quand la mayonnaise, elle prend, moi, je jubile, là. On a dîné ensemble, et voilà, quoi. Et donc, on apprend à se connaître. Tout se déroule déjà. super bien, c'est super. Moi, en tout cas, je suis ravie pour vous deux. Pareil. Vous me tiendrez au courant? Oui, bien sûr. Karine, c'est une femme extraordinaire, en fait. C'est un grand cœur sur pattes. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. De les voir heureux, c'est très gratifiant. Moi, je fais ça ni pour l'argent, ni pour la gloire, juste pour voir le bonheur dans les yeux des gens. Ce que je souhaiterais, évidemment, ça serait qu'il y ait un mariage et puis un petit bébé. Alors là, ça serait formidable. Bon, là, par contre, j'exige d'être marraine. Là, c'est obligé. Donc Karine, une coiffeuse pas comme les autres. En vos réactions dans un instant, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Brigitte, Luc, bonjour. Salut les camarades. Réaction spontanée, Barbara. Donc une coiffeuse qui quand même prend des initiatives. Ah oui, c'est pas banal, ouais. C'est pas banal. C'est original. Ouais, non mais et puis en plus on sent qu'elle fait ça avec cœur, quoi. Que c'est vraiment, elle a envie de rendre les gens heureux, quoi. C'est sympathique, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, j'y avais jamais pensé, mais effectivement, c'est un poste stratégique. Ah la coiffure, oui. Là, elle rencontre toutes sortes de Vous confirmez que personnes. vous confiez à la coiffeuse en général? En général, les gens parlent beaucoup, oui, chez le coiffeur. Ouais. Donc finalement, elle connaît. Oui. Elle connaît ses clients. Elle connaît les gens comme peu de gens les connaissent. Ah oui, automatiquement. Ouais. Votre réaction, vous avez entendu parler de ça? Je trouve ça. Ça a l'air d'être vraiment une belle personne et puis qui a envie de faire le bien autour d'elle. Et elle fait ça en plus vraiment naturellement, j'ai l'impression. Et donc, Brigitte, pour le coup, elle organise des soirées. Donc, encore une fois, elle ne fait pas ça à but lucratif. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en moins d'un an, elle a réussi à former 13 couples. En moins d'un an. C'est énorme, moi, je trouve. Elle est super efficace. Bien sûr, elle est super efficace, elle est géniale. Certaines agences mettent mais bien sûr. Et donc, son rêve, la consécration, ça serait que quelqu'un se marie, bien sûr, entre les personnes qu'elle a fait se rencontrer. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que pour être sûre de son truc, elle est allée dans une agence matrimoniale. Elle est allée aussi sur des sites de rencontres pour savoir comment ça se passait. Et puis là, elle s'est dit, non, ça c'est pas bien du tout, parce qu'elle dit, on choisit pas, l'amour, ça se choisit pas sur un catalogue. Les photos, les trucs comme ça, non, c'est pas pour elle. Donc, avant de venir officiellement coiffeuse entremetteuse, puisque c'est le titre. Le terme qu'elle emploie. Elle est allée voir le maire de son petit village de 2500 habitants et le prêtre. Et elle leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Alors le prêtre lui a dit, du moment que c'est pour faire le bien, il n'y a pas de raison que je m'y oppose. Et le maire lui a dit, vas-y, fonce. Et tout le monde l'a aidé. Ça nous fera des mariages. Mais oui, exactement. Et des enfants pour que l'école puisse perdurer. Exactement. En tout cas, c'est pas interdit, quoi. Ah non. Et attends, elle n'a pas fait que ça. Elle est allée
à la Chambre des métiers pour demander si elle avait l'autorisation, si elle pouvait faire les 2 métiers en même temps. Et on lui a dit que oui. Et on lui a conseillé, ça m'a fait rire, parce que son idée, c'est pas du tout de faire du business. On lui a conseillé de déposer son concept à l'INPI, l'Institut national de propriété intellectuelle ou industrielle. Oui. Et c'est ce qu'elle a fait. Et pour qu'elle en ait la paternité, quoi. Voilà. Parce que ça risque de créer des vocations, là. Mais oui, parce que imaginez, c'est toutes les coiffeuses de France. Alors, ou surtout les gens qui sont en contact avec un public comme ça. Ah bah, elle crée du lien, elle s'occupe pas, elle fait pas que Cupidon, hein, c'est pas son seul but. Quand il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, des personnes isolées, des personnes âgées, eh bien, elle les met en contact. Elle arrive. Ah, c'est pas que de l'amour aussi, quoi. Il n'y a pas que de l'amour. Mais attends, elle a plus d'un tour dans son sac. Non, mais tu rigoles. Et elle a. Tu m'as coupé. Ah, pardon. C'est pas grave. Attends, je reprenne ma petite phrase. Vas-y. Ma petite phrase, c'était quoi Je fais exprès de pas l'aider. Ne m'en voulez pas, mais c'est mon petit plaisir. J'ai la voix rattrapée au bras. Alors, par exemple, il y a récemment 2 petites dames de 70 ans qui habitaient la même rue, qui ne s'étaient jamais rencontrées. Elle les a mises en contact et maintenant, elles vont se balader. Elles vont se balader et elles vont au marché ensemble. Moi, je trouve ça génial. On peut remplir une fiche sans aller sans vouloir une coupe ou un shampoing ou une couleur. Mais oui. Et on peut rentrer spontanément et demander je veux remplir une fiche. Elle fait ces 2 métiers en parallèle. Il faut quand même qu'elle discute avec vous. Parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut... de la rencontre... De la coupe. Voilà. Comme ça, on parle. Elle vous fait remplir ses petits cahiers, un violet pour les hommes, un rose pour les filles. Ça m'a fait rire. Et c'est à l'ancienne, c'est pas sur un ordinateur, c'est dans des petits cahiers. J'ai trouvé ça trop mignon. Et dites-moi, cette Madame Lopez, elle est quand même en couple? Ah ben non, justement. C'est le cordonnier qu'elle là, c'est là que le bas blesse. Elle a 54 ans et elle est célibataire. Mais elle a été mariée 2 fois, divorcée 2 fois. Ah bon? Non. Oui. Mais si elle n'est pas en couple, il y a une raison. C'est parce qu'elle veut d'abord s'occuper des autres et rendre service aux autres. Voilà. Oui, mais nous, on a tous envie là qu'elle soit en couple. Oui, mais bien sûr. Moi, en regardant, je me suis dit, mais... Elle fait ça, mais est-ce qu'elle est en couple? Elle s'occupe des autres, mais est-ce qu'elle s'occupe d'elle? Les clients vont peut-être lui trouver, c'est peut-être les clients qui vont lui trouver un homme. Mais oui. Alors, elle organise quand même. Comment ça se passe, Frédéric? Comment ça se passe, Vous alliez me le demander. Je vous vois, du coup. Et donc... Comment ça se passe, Brigitte? Comment ça se passe? Eh bien, elle organise des soirées, après avoir fait remplir un truc, elle organise des soirées. Elle en a organisé une première pour la Saint-Valentin. Et une deuxième pour le 1er avril. Et là, c'était une soirée déguisée. Alors, comment ça se passe? Elle fait un petit apéritif dînatoire, il y a des jeux, etc. Pas de danse. Pourquoi pas de danse? Eh bien, tout simplement parce que les gens timides, ils restent avec leur petit sac dans leur coin, donc voilà. Et donc, elle a l'intention d'en faire une le 4 juin. Et le 4 juin, là, ça sera la White Garden Party. À la Eddie Barclay. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais dire, Karine Lopez, c'est la Lady Barclay de Grisi. Mais il n'y a pas que ça. Non. Je te jure. Et bien maintenant, elle s'est rendue compte que dans ses clients, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au chômage et d'autres qui étaient chefs d'entreprise. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de les mettre en rapport. Alors, elle a commencé à ramasser des CV, mais là, en ce moment, elle est tellement occupée par sa soirée et sa White Garden Party qu'elle ne peut pas, mais elle va s'en occuper aussi. C'est une belle initiative, c'est vachement bien. Mais elle est fantastique. Et moi, ce que je souhaite, c'est que Karine, l'une des personnes à qui elle a trouvé un amoureux, lui trouve à son tour un amoureux pour elle parce qu'elle le mérite, elle est trop mignonne. Voilà. En tout cas, elle crée du lien. Donc, il y a l'amour, c'est extraordinaire. Il y a l'amitié. Et puis même, elle veut trouver... du boulot. Donc, c'est assez fascinant parce qu'on est quand même 70 millions dans ce pays. Vous imaginez si une personne sur 10 faisait ça? Mais c'est fantastique. Donc, elle est inspirante, en tout cas. Elle est géniale. Merci beaucoup. Mais c'est parce qu'elle s'appelle Lopez. Avec un S. Avec un S. Elle est portugaise. Voilà. Avec un S, c'est portugais. Avec un Z, c'est espagnol. Voilà. Donc, effectivement, encore une fois, elle est inspirante. Et je pense à Magali, qui est notre coiffeuse, qui est portugaise. Et qui peut donc créer des couples. Alors, donc, Aude. Peuple de... Je ne suis pas portugaise. Tu n'es pas portugaise. Italienne, mais voilà. C'est dans ta chambre. Alors, Aude, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De cheveux. Eh bien, non, je ne vais pas vous parler de cheveux, mais je vais vous parler d'une initiative qui va certainement vous parler à tous les deux.
parce que j'ai cru comprendre que vous alliez bientôt vous marier. Oui. Je vais vous présenter un petit couple qui s'est marié 71 fois. Non, non. Et oui, 71 fois avec les La même deux, personne. pas voilà. Divorcé. Voilà, Non. c'est Lisa et Alex. Mais il faut Ils se pas- sont mariés 71 fois, mais ils n'ont jamais divorcé, hein, évidemment. Ils sont mariés aux 4 coins du monde, dans 65 pays différents. Parce que Eh bien, Quand si, tu as dit eh bien, 71 si. fois, j'imagine qu'ils avaient 104 ans. Eh bien non, Oui, ils ont, bah ils ont oui, une oui. trentaine d'années, elle a 32, lui 35. Et pourtant, en 4 ans, à l'espace de 4 ans, lors d'un tour du monde, ils se sont mariés 71 fois, je ne me suis pas trompée. Ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. Ils mènent leur petite vie tranquille et puis ils en ont marre. Ils se disent on a envie de voyager, de découvrir le monde. Et un soir, ils sont avec des amis, soirée un petit peu arrosée, et ils se disent eh ben, on va se lancer, ce rêve, on va le réaliser. Lui, il vend son magasin de moto, c'est comme ça qu'il finance leur voyage. Elle démissionne et ils partent sur les routes. Donc déjà, un pour saut dans le vide, un changement de vie. un changement de vie. Et puis pourquoi finalement se décider de se marier? Ils auraient pu faire leur tour du monde et ne pas forcément se marier. Parce qu'en fait, ils ont envie de partir à la rencontre de nouvelles cultures, de populations du monde entier. C'est ça qui les anime. Et ils se disent quel est le rituel finalement qui est partagé par toutes les cultures dans le monde entier. Et ben c'est le mariage. Tout le monde se marie. Dans toutes les cultures, on se marie. Et ils auraient pu aller à la rencontre des gens, les interviewer sans se marier eux-mêmes. Oui. Eh ben oui, mais bon, ils sont. Ils ont voulu vivre sont, l'expérience oui, de l'intérieur. Exactement. Alors ça, c'est leur tout premier mariage parce que il lui a fait une surprise la veille du départ. Ils se sont mariés à Manchester, dans la ville où ils vivaient. Alors, c'est le mariage religieux ou civil? Non, civil. Là, c'était un mariage civil, officiel. Et puis ensuite, c'est des mariages, religieux, ou en tout cas, ils ont été mariés par une prêtresse vaudou, par exemple, par des chefs zoulous, par un rabbin, voilà. Toutes les cultures, ils ont essayé tous les rituels. Un chaman, enfin voilà. Donc ils ont testé toutes les cultures, en tout cas toutes les cultures des pays qu'ils ont traversés. Des photos. Alors oui, bien sûr. Ils ont commencé au Canada, en 2011 donc. Ensuite, ils ont fait un tour donc, de toute l'Amérique du Nord, notamment des États-Unis. Ici, ils sont à Seattle. Et c'est dans ce van qu'ils ont parcouru donc, les 250 000 kilomètres de leur périple. Ça donne envie, ça donne envie. Un petit van qui s'appelle Peggy. Ce van a un nom, c'est le nom du modèle, mais ils l'appellent, c'est leur troisième. C'est très important que je vous dise que ce petit van, c'est Peggy. Voilà. Ensuite, ils sont descendus. Là, ici, on est au Mexique avec les Mayas. Ils se sont aussi mariés dans l'eau au Mexique. La photo est magnifique. Hein. C'est le 14e mariage, très très belle. Ici, on est aussi au Mexique. Ensuite, ici, ils sont au Panama. C'est l'un des mariages qui les a le plus touchés avec les Indiens Embera, que vous voyez derrière. Ils ont respecté leur coutume. On les voit, en fait, ils sont torse nu et ils ont des peintures sur le corps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on est au Pérou. Leur 21e mariage au Pérou, c'est pareil. Hein. C'est le Panama et le Pérou, c'est leurs deux mariages préférés. Ensuite, ils ont fait un petit crochet par l'Europe. Ici, on est en Écosse, en kilt. Alors là, devinez où on est. En Corse. Non, on est en France, mais on est à Salon de Provence. Parce qu'ils sont passés par la France. Et oui, ici, on est à Valence. Espagne. Terre de, en Espagne, dans les arènes. Ils sont descendus en Afrique. On est à Marrakech, elles sont belles, au Maroc. Elles sont très belles. Hein. Ensuite, le Moyen-Orient. Ici, c'est la Jordanie. Petra. C'est Petra. Petra. Toujours rêvé d'y aller. Voilà. Là, ils sont beaux, là. Le Pakistan. Le Pakistan. Ils sont magnifiques, l'un et l'autre. Hein. Ils sont très beaux. Alors là, ils sont aussi mariés dans les airs. Ils ne sont pas seulement mariés dans l'eau. Ça, c'est un vol pour partir à Tahiti. Et ils ont décidé de se marier dans ce vol. La Nouvelle-Zélande. Et ils ont fini par l'Asie. Et là, c'est le Vietnam. Incroyable. Incroyable. C'est leur 71e mariage, donc celui-ci. Mais ils en ont pas marre de se marier. Eh bien non, parce que... Ils font des gosses. Alors, c'est pas pour l'instant. Oui, c'est une bonne question, ça, mais... Ils vont en faire 71. Pas pour l'instant. Ils ont fait un livre, non, avec toutes ces photos? Alors, toutes ces photos, elles sont sur un blog. On vous mettra toutes les coordonnées sur le site de Mylène Vie. Il y a énormément de personnes qui les suivent. Il y a toute une communauté derrière eux, notamment des personnes qui aimeraient organiser leur mariage et qui essayent de trouver une petite idée originale. Donc, ils donnent plein de tuyaux sur leur blog. Aujourd'hui, ils se sont installés aux États-Unis.
dans le Maine, et ils pensent bien faire un 72e mariage, qui sera le dernier mariage. Et là, ils veulent que ce mariage-là soit le plus extraordinaire. Et donc, ils font appel à toutes les idées. S'ils ont fait des mariages sur Terre, ils ont qu'à aller dans l'espace. En l'air, ouais. Ah ben voilà, on va leur transmettre On va votre leur idée, transmettre de Antonio. votre part, de la part d'Antonio. Dans l'espace, exactement. Et s'il veut nous inviter, Oui, hein, on est on partants. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des gens? C'est parce que c'est plein de symboles, au fond. C'est qu'ils ont décidé de faire un tour du monde, de donner une thématique. Ça a été un prétexte pour découvrir plein de cultures. Et des populations, parce que tous ces mariages sont organisés par les populations locales. Systématiquement, c'est elles qui aident, qui donnent la robe, qui donnent les tenues. Les photographes, c'est tous des photographes locaux. Donc c'est surtout une manière de rencontrer des cultures différentes. Hein. Et d'avoir un bon prétexte d'avoir une nuit de noces originale. Ouais. Une nuit de noces originale et une jolie robe. 60 euros, ouais. Des nuits de noces originales. Des nuits de noces. Exotiques. J'ai tenté de penser. Mais oui. Ouais. s'ils retrouvent à chaque fois la même force de sentiment, parce que ce jour-là, c'est le plus beau jour de notre vie, Et oui, normalement. comme on dit, je crois. Hein. Et est-ce qu'ils retrouvent ce sentiment La même charge à chaque émotionnelle, fois, 71. quand ils doivent dire oui l'un à l'autre? Est-ce qu'ils retrouvent à chaque fois cette charge de sentiment? Ça va être extraordinaire s'ils le font. Bah, sur les photos, on a ces 71 fois. sensations. On a cette Ouais, sensation. ouais. Et tout en sachant que c'est quand même un couple qui a voyagé pendant 4 ans, qui était donc dans un petit van tout minuscule, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. C'est une épreuve. Ils ont vraiment mis Extraordinaire. leur, S'ils ont réussi, ils ont mis leur amour oui. voilà, à rude épreuve. Et pour l'avoir testé pendant 3 mois, eux, ils disent qu'ils ne se sont jamais disputés. Moi, Ça, c'est la version Moi, officielle. j'y crois pas. Moi, Dans- j'ai testé 3 mois, je peux vous dire que on se dispute. C'est un couple solide, mais effectivement, il y a dû y avoir des hauts débats. Oui, sûrement, oui, je pense. Hein, si on veut être... C'était un bon test en tout cas. Et vous disiez quoi, Gilles? J'ai pas entendu. Non, je disais, on devrait les présenter au Guinness. Oui, je pense qu'ils y ont pensé. Oui, À mon avis, ils ont eu l'idée. Donc c'est une belle histoire. Luc, bon, c'est même pas la peine de parler, tu pourras pas faire mieux. Ah si, alors moi je parce que le nombre de mariages au final, c'est très bien ton histoire, mais ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la profondeur des sentiments, bien sûr. Tu crois, comme disait Anthony, tu crois qu'à la 71e fois, ils se sont dit oui de la même manière? Non, Moi, je crois pas. Écoutez plutôt l'histoire de Maureen et Hugh. On repart à l'été 1958. On était à quelques mois de l'avènement de la Ve République, mais ça n'a rien à voir puisque là, on a affaire à des sujets britanniques. Donc, Il faisait chaud ce jour-là, mais on s'en fout. alors voilà, c'est ça. C'est comme ton camion Peggy. On se demande ce que ça vient faire dans l'histoire. Alors, Oui, mais ça rajoute un camion, il petit était peu de très piment. important dans l'histoire. La jeune Maureen que voici est adolescente, elle a une quinzaine d'années, et cet été 1958, elle fait la connaissance du sublime Hugh. Et Hugh, il joue de la guitare. ils sont américains? Non, ils sont anglais. Anglais aussi. Ils jouent de la guitare comme un duo, ils sont britanniques, oui, impossible, n'est pas britannique, nous le voyons. Et il conduit des belles bagnoles, et ils se voient donc l'été. Comment elle s'appelle ta voiture? Je ne sais pas, alors moi je suis plutôt mobilette, hein, je ne suis pas très... Voilà. Et donc ils se voient cet été-là, et là c'est un véritable coup de foudre. À la fin de cet été, ils échangent leurs adresses, et ils vont se retrouver l'année suivante au même endroit, et vont vivre une idylle d'adolescents. Voilà. Mais après cet été 1959, leurs trajectoires vont malheureusement se séparer. C'est-à-dire que, en fait, la famille de Maureen, là c'est le papa de Maureen avec sa femme et ses 2 filles, eh bien, il va perdre son travail et donc ils vont s'exiler au Canada et aux États-Unis. Et donc, bon, ils vont quand même s'envoyer des lettres. Mais ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et l'été qui suit, ben, ils ne se voient pas au même lieu de vacances. On l'a tous vécu, ça. Et notre cœur a saigné, on le sait tous. Et donc, en 1963, finalement, l'un et l'autre se perdent de vue. Enfin, leur correspondance est définitivement terminée. Et puis, chacun va faire sa vie. Lui va partir vivre en Australie. Il va avoir une femme, il va avoir un fils. Elle va rester en Angleterre. Elle va avoir un mari. Et donc, déjà sur la planète, ils ont bien choisi d'être voisins. Hein, voilà. C'est la vie qui est comme ça. Ça on ne choisit pas. Hein. Et elle va avoir 2 enfants. Et quoi? Suspense, insoutenable. Mais suspense insoutenable. Alors qu'est-ce qui se passe? Chacun fait sa petite vie, mais lui n'était pas heureux. Il n'était pas heureux en ménage. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Elle a un mari. Et puis, lui, il va essayer de la retrouver. On est en fin des années 90. Il n'y a pas le miracle de l'Internet et tout ça. Il essaye, il n'arrive pas à la retrouver. Et là, on se retrouve en 2009, le miracle de l'Internet. Combien de temps plus tard? 50 ans plus tard? Quasiment 50 ans plus tard. Il va
tapoter, comme fait Frédéric, il fait comme ça, qui va tapoter sur les réseaux sociaux, voilà, tac, tac, oui, comme ça, pardon. Avec un doigt. Et oui, avec un doigt, avec un doigt. Sur les réseaux sociaux, il va essayer de la retrouver, elle aussi. Quand tout à coup, lui publie un message qu'elle reçoit, où il est écrit « Si vous êtes la fameuse Maureen Fallon que j'ai vue la dernière fois, le 7 septembre 1959, sachez que je ne vous ai pas oublié. Oh, c'est trop beau. » Alors là, je à Marie et Antonio, ça vous parle ça, hein? Oui. Bah oui. Vous avez imaginé leur... On a mis moins longtemps. 50 ans, vous imaginez. 30 ans, vous êtes des petits joueurs, mais vous savez ce que c'est, cette émotion, pour le coup, dans laquelle ils sont à ce moment-là. Ouais. 50 ans. Alors, la passion, le feu, la braise reprend chez Maureen. Alors, Maureen était mariée quand même. Elle avait un mari. Ce mari était quand même très malade. Elle s'en est occupée, mais elle a décidé, malgré tout, de répondre à Hugh. Elle lui répond. Il va commencer pendant une année un échange de lettres, mais là, cette fois-ci, par... Internet comme ça. Et en 2010, eh bien, ils vont se retrouver pour la première fois. Après 50 ans. Oh, c'est beau. Ils se retrouvent 50 ans plus tard. Oh là là. Le mari de Maureen décède de sa maladie. En 2013, il lui déclare sa flamme, fiançailles. Il lui demande en fiançailles, je ne sais pas comment on dit. Et en 2014, il se fiance. Et en 2014, il se fiance. Oui. Et en 2014, il se marie. Très bien. Alors, parenthèse, tout le monde ne porte pas bien le kilt. Moi, j'ai essayé. Quand on est toulousain et qu'on fait 1m70, ça marche moins bien. Vaut mieux être écossais. Mais non. Et tout ça sort cette photo. Et puis, j'étais témoin de mariage en Écosse il y a 4 ans, donc j'ai porté le kilt. Et on peut te poser la fameuse question? Oui. Et donc la réponse? Eh bien, je l'ai enlevé. Mais je me suis un petit peu pelé. Donc, dans cette petite... La question, c'était est-ce qu'il y a quelque chose dessous Voilà, alors, généralement, non. Alors, j'ai essayé de respecter la tradition, sauf que ce 7 mai, il faisait quand même très froid à Glasgow. Donc, dans cette petite besace où on met normalement la flasque de whisky, j'avais aussi mis mon calbar que j'ai vite remis parce que j'avais les parties exprès. Ne choque pas Brigitte, s'il te plaît, Luc. Ça n'a jamais fait pleurer une femme. Hein. Et donc, du coup, ils se sont... Je reviens à l'histoire. Oui, parce que ça n'a aucune importance. Donc, ils se sont mariés. Ah, dans un camping-car qui s'appelle Non, parce que sa voiture s'appelle Peggy. Peggy. Que tu le sais. Et donc, là, ils ont décidé de parcourir le monde un petit peu comme tes amis. Parce que tout bon anglais parcourt le monde avec un camping-car. Et là, ils sont actuellement en Australie. Et alors, ils visitent, regardez, même les éléments, même le over, ils sont under the rainbow, ils sont sous l'arc-en-ciel. Mais l'amour est plus fort que l'arc-en-ciel. Alors, ils ont 72 et 75 ans. Ils ont décidé de profiter de la vie et de vivre leurs dernières années qu'ils ont à vivre ensemble. Et ils en profitent à gogo. Merci Luc. C'est une histoire magnifique, un début, un milieu, une fin, un dénouement, et je leur la réaction de nos invités. Donc, C'est vrai que forcément, cette histoire, c'est celle qui m'émeut le plus parce que elle ressemble à la nôtre, quoi. Oui. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On se retrouvait... Alors on décrit souvent ça, mais c'est quand même, ça crée du lien, ça crée des possibilités, ça change des destins. Moi, je trouve que c'est chouette, quoi. Alors moi, je trouve que cette histoire est pas mal. Aude, tu veux renchérir? Ah oui, elle a décidé de... Parce que moi, je ne veux pas que ce Toulousain ait le dernier mot. Hein. C'est hors de question, voilà. J'ai une histoire encore plus dingue. Non. Si, et peut-être même que Marie, vous allez la trouver très émouvante, celle-là. On part au Japon. On s'envole à Shintomi. Bien connu. Shintomi, à côté de... petite ville. Rappelle-nous à côté de quoi? Dans le district de... Alors, à Shintomi, il y a monsieur et madame Kuroki, un couple de fermiers qui vivent là-bas au milieu de leurs 60 vaches. Ils se sont mariés en 1956. Et oui, ça veut dire qu'ils sont ensemble depuis 61 ans et qu'ils vont donc fêter leurs noces de... 61. De cuir, de platine. De platane. Leurs noces de platane. Exactement. Sérieux? Oui, leurs noces de platane. Il y a des noces de cuir, de papier. Bah oui, mais la femme, c'est vermeil, c'est l'or. C'est quoi cette histoire? Je croyais qu'on augmentait, c'était coton. Platane. Et on peut très bien offrir comme cadeau, je suis désolée, une planche à découper en platane ou j'en sais rien. C'est une noce de platane. Tu fonces
dans un Ça a été... Oui, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est quoi le symbole, la symbolique? Bon, alors ça, c'est pas la chose qui va vous émouvoir le plus, Marie, hein. Mais en tout cas, je voulais être très précise. Donc, ils sont ensemble depuis 1956. Ils filaient le parfait amour au milieu de leur ferme, de leur petite vache. Tout allait bien pour eux, ils étaient très amoureux. Et un jour, malheureusement, cette dame qui souffre de diabète a des complications médicales et en une semaine perd la vue. C'est une femme hyperactive qui croquait la vie à pleines dents et qui se retrouve aveugle. Et alors là, elle perd le goût de vivre, elle s'enferme chez elle, elle ne veut plus sortir. Ce monsieur qui est très amoureux d'elle voit sa femme dépérir et ne sait plus comment faire pour lui redonner le goût de vivre. Et il a eu une idée que je trouve extraordinaire, une idée très poétique, très émouvante. Et il faut deviner? Il lui a donné un œil. Ah oui, non. Non. C'est d'une poésie magnifique. Alors, allez. Pourquoi pas? Mais non, ça n'est pas ce qu'il a fait. Ça n'est pas ce qu'il a fait. Un coup de l'œil. C'est bon, une autre idée peut-être? Une autre idée. Très poétique, très émouvante, c'est ça le brief. Très poétique et très émouvante. Je pense qu'il lui a recherché les odeurs d'enfance. Oh! Ça a un rapport avec les odeurs, mais en tout cas, ça n'est pas des odeurs d'enfance, mais ça a un rapport avec les odeurs. Attends, il est pas loin là quand même, hein? Non. Accorder. Toi, tu accordes la réponse? Les odeurs des endroits où ils ont été. Moi j'accorde. Tu accordes? Je pense que ce serait ça. Alors Gilles, on va dire que vous avez gagné. Regardez. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ça ressemble à... Alors, la marque de cette fleur, je ne sais pas. C'est un Shiba Zakura. Ah bah oui, non. C'est une fleur japonaise et cette fleur-là, c'est la fleur préférée de cette dame. Et elle est connue, pourquoi? Parce qu'elle a une odeur enchanteresse. Elle sent extrêmement bon. Et donc lui, il se dit qu'il va en fait planter cette fleur partout dans leur propriété, qui va recouvrir tout leur jardin de cette fleur. Donc pendant 2 ans, il travaille d'arrache-pied pour planter plus de 10 000 plantes. Là, on le voit. Oh, c'est magnifique. Voilà. Et au final, voilà ce que ça donne. C'est beau. Il y a des plantes partout et ça marche, cette magnifique preuve d'amour fonctionne. Elle va ressortir parce de qu'elle chez elle. ressort de chez elle et qu'elle retrouve le goût de vivre, qu'elle retrouve le sourire. Et donc, voilà, Madame Kuroki, aujourd'hui, eh bien, elle croque à nouveau la vie à pleines dents, même si elle ne voit plus, mais en tout cas, elle s'occupe de ses fleurs. Voilà, là, on les voit tous les deux, regardez. Mignon. Comme ils C'est sont une poésie mignons. incroyable. Ah oui, C'est superbe. Voilà. C'est beau. Oui. Voilà, c'était une petite histoire. Pas Voilà. ton air modeste, là c'est bon, tu nous as séché. Oui. Ils sont beaux, hein. Voilà, moi j'aime beaucoup La poésie couple. nippone. Et alors aujourd'hui, il y a des touristes du monde entier qui viennent donc dans ce petit village de Shintomi pour voir à la fois toutes les plantations de Shiba Zakura et pour rencontrer la dame aux fleurs. Parce qu'aujourd'hui, au Japon, on la surnomme, cette femme, la dame aux fleurs. La dame aux camélias, maintenant c'est la dame au Shiba Zakura. Extraordinaire. Voilà. Donc, en fait, ça ressemble à une tragédie et il en a fait quelque chose de poétique et c'est une célébration, parce que maintenant, tout le pays la connaît. Exactement. Bon, merci les camarades pour Mais cette avec belle plaisir, histoire d'amour. Avec J'espère plaisir. que ça vous a plu. Ah oui, très très. Et merci sincèrement à vous 4 de nous avoir inspirés, d'avoir raconté vos histoires si particulières, romanesques, avec pas mal d'obstacles. Et donc, merci à tous les deux. Merci sincèrement. Merci beaucoup. Et puis, merci de venir nous raconter cette histoire aussi très inspirante, qui donne l'espoir finalement. Hein. Tout le monde va se mettre à penser à son premier amour à partir de demain matin. Bon, merci à vous pour votre attention. J'espère que ces histoires vous ont plu. On se retrouve très très vite sur France 2. Et merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Demain, nos invités viendront nous raconter ce qu'elles ont ressenti quand elles ont découvert leur grossesse à plus de 40 ans. C'était une grossesse difficile. Je craignais la fausse couche. À 44 ans passés, Nathalie tombe une nouvelle fois enceinte. Une victoire qui efface 2 longues années d'échecs. Mais elle ne sait pas que ses ennuis ne font que commencer. À 22 semaines, il me fait un examen supplémentaire et me dit oui, c'est bien ce que je craignais. Votre col est ouvert. Si l'enfant avait envie de sortir maintenant, il ne serait pas viable. Patricia, elle, tombe amoureuse de son gynécologue. Didier ne rêve que d'une chose, devenir papa. Alors malgré ses 41 printemps, Patricia se lance. On a eu 8 transplantations, aucune qui a fonctionné. On pense plus qu'à ça, tout tourne autour de ça. Et je me disais, il faut pas que je lâche parce que je sais que ça va venir. En couple avec Thierry, Anne-Marie ne prend plus de contraception, se considérant trop âgée pour avoir un enfant naturellement. Mais le destin va en décider autrement. Dans ma tête, c'était pas possible. Moi, j'ai fait le test. J'ai dit, ça y est, là, je suis enceinte, il faut que je lui montre. Là, ça a été l'explosion de joie. Oui. Là, j'étais plus vieille, hein. C'était fini.